merci d'être là ce soir. On est très content de vous accueillir pour cette conférence de M. Pic. Personnellement, je suis le président de cette école, la Rennes School of Business, et je voudrais vous remercier d'être présent et remercier Nominoé d'avoir fait le choix de ce lieu. Mais je voudrais vous dire quelques mots sur la jonction entre l'école et Nominoé. L'école de commerce de Rennes, qu'on appelle Rennes School of Business, c'est une école qui accueille 4500 étudiants, dont plus de la moitié sont étrangers de plus de 50 pays qui viennent vivre à Rennes et qui travaillent ensemble sur ce campus. Et en fait, le message que je voulais seulement vous délivrer de façon très courte, c'est que notre axe et notre croyance, c'est que c'est un monde demain multiculturel. Et donc, nous mettons dans nos cours des aspects sociologiques, des aspects de géopolitique, des aspects de comportement RSE, parce qu'on pense qu'il faut apprendre et enseigner l'aspect multiculturel du monde de demain. Et notre axe majeur, c'est de faire travailler tous ces pays étrangers ensemble sur des projets communs. Mais le multiculturalisme, en fait, c'est simplement l'ouverture aux autres. C'est simplement de dire, quand vous voyez un étudiant est mexicain, et si moi j'étais lui, est-ce que je peux capable de le comprendre? Est-ce que je peux travailler avec lui? Et donc cet axe auquel nous tenons, si je le résume en un mot, en fait, le multiculturalisme, c'est l'appréhension empathique et intelligente de la diversité. Et je dis ça parce que ça veut dire que ce qui va compter au centre de notre enseignement supérieur aujourd'hui, c'est l'humain. Et si je parle de l'humain, on rejoint la principale épicentre de Nominoé, puisque au-delà du malade et de la maladie, on voit le malade, mais au-delà du malade, on voit l'homme. Et parfois, on peut se dire quand on les voit, et si moi j'étais lui, qu'est-ce que je ferais? Et cette jonction de l'humanité sur le problème de l'enseignement supérieur de demain par rapport aux jeunes qui sont là, et les préoccupations et les axes de Nominoé font que je peux dire ce soir, bienvenue Nominoé à Rennes School of Business. Vous voulez que je parle avant, vous, Véronique? Bon. Alors ce soir, donc, je prends la parole au nom du ce qu'on appelle le groupe des mécènes, qui sont au conseil d'administration de Nominoé. Et Jean-Paul a bien voulu me déléguer donc, cette prise de parole, d'abord pour vous accueillir tous, vous dire merci d'être avec nous ce soir pour écouter, je suis sûr, un très beau discours ou une très belle conférence. Vous dire également nos remerciements pour votre fidélité autour de la cause de Nominoé. Nous sommes aujourd'hui autour de 1000 donateurs et que les petits ruisseaux font de belles rivières. Et nous espérons que cette fidélité-là va se poursuivre longtemps. Et nous acceptons bien sûr avec plaisir tous les nouveaux donateurs. Pourquoi Nominoé? Eh bien pour aider à la recherche médicale ou à certains dossiers donc, nous sélectionnons chaque année et qui viennent aider les éminents docteurs des équipes médicales donc, que nous avons au CHU de Rennes. Nous avons de très très belles équipes au CHU de Rennes, et avec Karim et ses collègues, et une directrice qui fait tout ce qu'il faut pour que Rennes demain ait encore un nouveau CHU. Ça, je crois qu'on peut aussi l'applaudir. Hein, c'est vraiment un très bel outil qu'on aura demain. Donc voilà, merci donc à tous les donateurs. Et puis, on espère et on compte sur vous pour votre fidélité donc, pour encore l'année 2019 et 20. Voilà, bonne soirée à vous. Merci Pierre. Merci beaucoup. Carmen, parole pour vous. Écoutez, chers amis, très simplement, je vais me faire le porte-parole de la communauté médicale qui remercie très chaleureusement l'ensemble des mécènes qui participent à l'animation du fonds de dotation Nominoé. Pour vous donner quelques éléments, nous avons cette année de nouveaux projets financés par vos dons. Il y a un magnifique projet de numérisation du service d'anatomie pathologique. Et là, on fait vraiment un bond dans le siècle, mais très en avant. Et puis, il y a des tas de projets que la communauté médicale a mis en avant pour le bien des malades bretons, parce que c'est là notre dénominateur commun, le bien des malades bretons, le bien, la transversalité pour leur faciliter la vie, pour assurer leur confort, ce que n'est pas toujours... ça n'est pas toujours dans l'objectif d'un CHU, mais voilà, on ne les oublie pas. Et une fois encore, merci à tous.
Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, cher François, merci beaucoup de nous accueillir dans cette magnifique école internationale de management. Vous avez bien rappelé votre attachement que nous partageons à la fois aux aspects humains et multiculturels, puisque c'est aussi notre mission en tant qu'hôpital public. Je suis très heureuse ce soir donc d'ouvrir avec mes collègues, bien évidemment, et puis l'ensemble de la communauté médicale et l'ensemble des cercles des mécènes de Nominoé cette conférence, qui est la 4e conférence philosophique Nominoé, puisque nous avons souhaité, comme vous le savez, faire ces conférences pour permettre à l'ensemble des mécènes et des donateurs, actuels ou potentiels, eh bien, d'échanger sur des thématiques sociétales, pas seulement sur la santé, puisque je pense que ce soir, on va avoir une théorie de l'évolution à la mode 2019, si je puis dire, de M. Pic, mais qu'on va représenter tout à l'heure en introduction de la conférence. Mais avant, bien évidemment, je voudrais juste vous dire quelques mots de Nominoé. Comme vous le savez, c'est le premier fonds de dotation qui a été créé en France par un CHU, donc en 2014. C'est aussi un des premiers en nombre de mécènes et aussi en fonds collectés, ce qui montre la solidarité des acteurs bretons. Et je voudrais vous remercier tous et toutes, à la fois individuellement, puisque les mécènes peuvent être des personnes physiques, mais aussi des entreprises. Et au-delà de cette action de philanthropie qui est le symbole de ces valeurs de solidarité bretonne, c'est aussi des ponts entre le monde de la santé, le monde scientifique, le monde de la médecine, comme l'a rappelé Karim Boujedjema, et le monde de l'entreprise, comme l'a rappelé Alain Leduff. Et nous souhaitons bien sûr continuer cette action de solidarité entre à la fois les acteurs de la population et bien sûr le monde de la santé et le monde de l'entreprise à travers les actions du fonds de dotation. Mais c'est d'abord avant tout des actions concrètes au service des malades. Alors vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un moment particulier. Vous avez tous, je pense, vu la presse sur les mouvements divers hospitaliers. Nous venons d'être destinataires donc, d'un plan de soutien à l'hôpital public et on ne peut que s'en féliciter puisqu'il va permettre d'améliorer, j'en doute pas, les conditions de travail des professionnels, aussi les salaires, de pouvoir encore plus investir. Et nous sommes aussi à un moment particulier puisque, effectivement, notre CHU a obtenu au mois de juillet l'aval du ministère de la Santé pour son grand projet de reconstruction, qui est évidemment un plus considérable pour la population puisque nous allons moderniser les conditions d'accueil des patients, moderniser les conditions de travail des professionnels, nous projeter encore plus dans la médecine du futur que nous faisons déjà, puisque nous sommes classés parmi les meilleurs CHU de France, et aussi continuer à améliorer et accompagner l'environnement des malades. Alors, Nominoé, ce n'est pas pour compenser des déficits. Le CHU est à l'équilibre budgétaire, je le dis aussi. Nominoé, c'est un plus par rapport à ce que nous investissons déjà, puisque nous investissons plus de 50 millions d'euros par an dans notre CHU, en équipement, en amélioration de locaux. Mais le plus de Nominoé, c'est au-delà de ce qui a été dit, c'est-à-dire la chaîne humaine de solidarité que représente Nominoé. Ce sont aussi des actions d'amélioration concrète de l'environnement et des projets particuliers que nous souhaitons accompagner. Karim Boujedjema les a cités. Et je voudrais aussi saluer à travers Nathalie Riou-Leclerc le beau projet que nous portons avec l'action très dynamique de soutien de nos mécènes et du conseil d'administration qui est l'intelligence artificielle. Je crois que vous allez nous en parler, cher Pascal Pic, au service de la pathologie numérique, au service de l'amélioration des délais de rendu des examens pour les patients atteints de cancer, mais pas seulement, au service de la libération de temps médical aussi pour les pathologies et l'interprétation des examens les plus complexes. Et c'est un projet de 700 000 euros, donc nous avons besoin évidemment de toutes vos contributions. Donc un très grand merci par avance pour votre soutien. Pour terminer, je voudrais bien sûr saluer et remercier les acteurs de Nominoé, particulièrement notre conseil scientifique qui est dirigé par Karim Boujedjema, dont je ne saluerai jamais assez l'engagement déterminé et l'ouverture aussi d'esprit, et qui est un grand spécialiste de la greffe hépatique. Je pense que tout le monde le sait ici, ou presque, mais je le redis devant notre conférencier, parce que vous avez la chance ici d'avoir le 2e centre représenté par Karim Boujedjema de transplantation hépatique de France. Et puis, bien sûr, l'ensemble des membres du conseil scientifique que sont Nathalie Riou-Leclerc, Yannick Malédan, grand acteur aussi très engagé, anesthésiste réanimateur, et également Jean-Yves Gauvrit, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui est neuroradiologue et qui est aussi très impliqué dans le fond. Et puis bien sûr, notre cercle de mécènes, cher Jean-Paul, merci d'être là, cher Paul Legendre, qu'on ne présente plus ici, je pense. Chère Maryvonne Leduff et Louis Leduff, merci beaucoup d'être là.
tous les deux. Nous saluons votre engagement aussi, au-delà de votre engagement en Bretagne, bien au-delà dans le monde. Nous sommes ravis que vous ayez rejoint Nominoé. Pierre, bien sûr, Pierre, merci beaucoup d'être là ce soir. Alain Glon, Alain Leroc, Jacques Delanoë également. François, parce qu'au-delà de nous accueillir ce soir, vous êtes aussi administrateur. Donc un très très grand merci à vous de soutenir Nominoé. Et également, je voudrais saluer bien sûr à travers vous l'ensemble des mécènes et Jean-Yves Varillet également, ainsi que bien sûr notre délégué général, Marie-Louis, que je n'oublie pas, qui est très dynamique et qui est l'artisane de toutes ces conférences et bien sûr de tout le travail au quotidien de Nominoé. Donc un très très grand merci à vous. Et je voudrais passer la parole aussi à celui qui nous soutient ce soir, à Philippe Besson, donc qui représente la Banque des Territoires, le directeur territorial de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts pour ceux qui la connaissent mieux sous ce nom, qui, comme son nom l'indique, soutient les territoires, soutient aussi l'ensemble des collectivités, l'ensemble des projets des collectivités, y compris d'ailleurs celui du CHU, on peut le dire, hein, je crois que ce n'est pas un secret, puisque vous nous soutenez aussi dans notre plan de financement de reconstruction. Et on est très heureux que ce soir, vous soyez aussi présents et que vous nous ayez soutenus dans l'organisation de cette soirée. Donc un grand merci à vous et je vous passe la parole. Pascal Pic est un éminent spécialiste de l'évolution. J'ai lu que c'était même de la co-évolution. Je n'irai pas plus loin. La CDC, vieille dame ou oiseau rare de la finance, n'est a priori pas un sujet d'étude éthologique, sauf à dire que le bureau tertiaire est le milieu naturel du banquier. La CDC, bien sûr, a évolué depuis 1816 entre le monde de l'entreprise, des collectivités, de l'État, central ou localisé, ce qui nous permet en principe de saisir en permanence l'air du temps et d'en déduire l'intérêt général qui est normalement, et dans les faits, nous conduit. Plus récemment et de façon plus micro, on a travaillé sur nos organisations de travail nous-mêmes, en appliquant le fameux mode projet qui n'est plus une surprise, et donc du coup qui fait appel au réseau humain, aux nouvelles technologies, demain aux intelligences artificielles, sujet que vous connaissez bien, Monsieur Pic, et peut-être dont vous nous parlerez ce soir. Mais nous sommes ici avant tout pour écouter votre pensée sur les déclinaisons plus médicales, et donc étant tous des malades qui s'ignorent, ou presque, merci par avance de nous faire partager vos pensées sur ce sujet. Merci. Alors un petit mot pour présenter Pascal Pic, mais je pense que la conférence de ce soir qui s'avère passionnante va vous permettre de le découvrir et aussi de le redécouvrir demain. J'y reviendrai puisque vous participez demain à l'émission de la Grande Librairie avec d'autres grands noms français, d'autres grands auteurs sur un autre thème que celui de ce soir. Alors en quelques mots, donc, pour vous présenter, vous êtes paléo-anthropologue et maître de conférences au Collège de France. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. La mémoire de l'esprit aux molécules, La marche, Sauver le nomade qui est en nous. La marche, je rappelle, tous les médecins le disent, n'oublions pas, il faut en faire tous les jours, c'est bon pour la santé. Une époque formidable, l'IA et les chimpanzés du futur, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, on est plein dans notre sujet de l'intelligence artificielle, même si évidemment derrière les chimpanzés du futur, il y a avant tout des hommes et des femmes, je pense que vous allez nous le rappeler. Et puis votre dernier ouvrage, Sapiens contre Sapiens, qui sera présenté demain soir à la Grande Librairie. Et donc de nombreux ouvrages qui sont tous tout aussi passionnants les uns que les autres, qui nous réinterrogent sur l'histoire de l'homme, l'histoire de l'évolution. Et pourquoi avoir choisi un paléo-anthropologue ce soir à l'occasion d'une conférence Nominoé? Quels sont les liens entre les deux, entre la médecine, la paléo-anthropologie? Vous allez nous le faire découvrir. Mais j'ai eu envie, à travers les échanges que nous avons eus avec vous pour préparer cette conférence, de citer finalement quelques-uns de vos réflexions, quelques-unes de vos réflexions plus exactement, en amont de cette conférence, qui m'a paru vraiment faire le lien direct avec Nominoé, avec notre action, puisque vous avez
Dès les premiers contacts, d'abord, vous avez accepté de participer à cette conférence et je voudrais vous en remercier parce que je sais que vous êtes très, très sollicité. Et puis, vous nous avez rappelé Darwin d'emblée en disant que Darwin était non seulement un biologiste, un naturaliste, mais aussi un homme engagé dans la société qui avait créé avec d'autres savants, d'autres entrepreneurs, un cercle qui s'appelait la Société lunaire, Lunar Society, près de Birmingham dans les Midlands, et qui était déjà un cercle, finalement, comme Nominoé, c'est un peu l'ancêtre de Nominoé, qui faisait travailler ensemble des savants, des entrepreneurs, au service de la réforme de la société, au service de grandes causes qui étaient portées à l'époque d'une grande révolution industrielle déjà. Et puis les deux autres liens que je vois avec Nominoé et avec le sujet de ce soir, qui est société, santé et environnement, quelle évolution, c'est bien sûr la révolution industrielle que nous vivons aujourd'hui. On en a parlé, l'intelligence artificielle, la nouvelle technologie d'information, de communication, l'ensemble des évolutions sociétales profondes que nous transformons, que nous portons et qui sont en cours et qui évidemment impactent aussi bien le système de santé que toute la société. Et vous allez nous démontrer, je n'en doute pas, que cette 4e révolution industrielle, eh bien, il faut la porter, y participer, mais aussi réfléchir sur ses limites et à l'échelle de l'histoire de l'homme. Et je ne doute pas que ce point-là sera tout à fait passionnant. Et ça rejoint évidemment nos interrogations sur l'avenir de la médecine 4P, la future médecine plus personnalisée, plus participative, plus préventive. Et tous ces sujets, vous allez nous les décrire, je n'en doute pas, avec beaucoup de détermination et en même temps de conviction et nous ouvrir sur des réflexions auxquelles nous n'aurions pas pensé. Et puis enfin, le dernier point, c'est la coévolution. Vous l'avez évoqué. Alors vous décrivez notre système comme un écosystème dans lequel la santé est un acteur parmi d'autres. Et nous, médecins ou hospitaliers, nous participons à cette évolution de la transformation sociétale au service de la population, au service de la prise en charge des patients. Et vous allez nous illustrer les concepts de coévolution, de médecine évolutionniste et non plus de médecine solutionniste. Donc tout ça, je n'en doute pas, va être tout à fait passionnant. En tout cas, on est très, très heureux de pouvoir vous entendre. Et pour conclure, je voudrais vraiment vous remercier très, très sincèrement au nom de toutes les personnes présentes et au nom, bien sûr, du fonds de dotation. Également dire que demain soir, vous pourrez continuer à suivre Pascal Pic qui va passer à la Grande Librairie avec Hubert Reeves, Pierre Rabhi, Cyril Dion et bien d'autres. Donc un débat tout à fait passionnant qui permettra de prolonger le débat de ce soir et sur un autre thème qui est celui de sauver la planète, donc qui est tout à fait complémentaire, je pense, de la soirée de ce soir. Voilà, donc un très grand merci et bravo à vous par avance. Et en tout cas, encore merci d'avoir été présent ce soir et d'avoir accepté de participer à cette conférence. Merci. Merci pour ces belles introductions. Alors, bonsoir les sapiennes et les sapiens. Vous savez, pour un anthropologue, de venir en Bretagne, c'est toujours un grand moment. Et là, vous savez, une femme et plusieurs hommes, chez nous, ça s'appelle un harem polyandre. Là, on est au cœur du sujet. Parce que quand on parle de harem, les hommes pensent toujours que c'est un mâle et plusieurs femelles. Eh bien non, il existe, vous l'avez vu, des harems polyandres, c'est-à-dire une femelle ou une femme avec plusieurs mâles ou hommes. Alors, oui, médecine évolutionniste. C'est vrai que ça peut sembler un peu contradictoire, et surtout de la part d'un paléanthropologue. On va déjà commencer à balayer un problème, c'est que les paléanthropologues, ce n'est pas des gars ou des femmes qu'on sort du musée de l'homme tous les 6 mois, qui ont une barbiche blanche, qui sentent la naphtaline, qui sortent des propos incohérents et qu'on remet au placard pour 6 mois. En fait, moi je suis plutôt un anthropologue évolutionniste, c'est-à-dire qui s'intéresse bien sûr au grand passé. Alors là, on pense à Lucie, Néandertal, les Australopithèques, Cro-Magnon et compagnie. Ça, c'est le grand passé, donc c'est la dimension diachronique. Et il y a l'autre aspect qui, malheureusement, est très peu connu et qui concerne le sujet de ce soir, c'est comment nous évoluons, comment nous adaptons. Et ça, c'est de l'anthropologie évolutionniste. Alors merci, chère Présidente, d'avoir rappelé à la suite de nos échanges ce qu'étaient ces sociétés lunaires. Donc je suis vraiment très heureux d'être là parce que nous sommes dans une école donc, de business, il faut prendre les mots bretons, et de fait, en 1765,
se constitue du côté donc, des Midlands. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose dans ce coin. Birmingham n'est pas du tout ce qu'elle deviendra. Et là, nous avons un groupe de personnes qui se réunissent une fois par mois, d'où le nom de Société lunaire. Ils se réunissent à la faveur de la lumière sélène. Évidemment, il n'y a rien à voir avec l'astrologie, des choses comme ça. Ils sont pragmatiques, donc il faut rentrer le soir et on le fait à la pleine lune. Et au risque de vous surprendre, le personnage peut-être le plus important du XVIIIe siècle, et il y en a eu, hein, c'est le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Erasmus Darwin. Premier médecin moderne. Et comme on dit chez les Anglais, a man for all seasons, c'est-à-dire qui avait de multicompétences, comme on avait d'ailleurs tous les grands esprits de cette époque-là. D'ailleurs, pour nous aujourd'hui, mes chers collègues qui sommes tellement spécialisés, on aimerait bien faire un petit tour comme ça. 2 siècles auparavant, on pouvait toucher à la philosophie, à la médecine, à la physique, à la chimie. Évidemment, tout ceci est devenu très complexe aujourd'hui, d'où les écosystèmes qu'on va évoquer. Alors, Erasmus Darwin, donc, est un médecin très moderne qui s'intéresse à la biologie. Le terme n'est pas encore inventé. Et par ailleurs, il est très intéressé par les techniques. Il pense que, lui, les techniques vont permettre d'améliorer la médecine. Il exerce donc à Sheffield, ensuite un petit peu à côté de Birmingham. Et un ami vient le voir, parce qu'il est passionné d'électricité, et on est dans une période qui s'appelle le galvanisme, c'est-à-dire l'idée que l'électricité pourrait stimuler les muscles. Vous savez, l'histoire de la grenouille, on a tous fait à l'école, mais que ça pourrait aller bien au-delà. Notamment, ça pourrait aider à réanimer des patients qui nous quittent ou qui sont en difficulté. Et une jeune femme va lire ça, 30 ans plus tard. Elle s'appelle Mary Shelley et s'inspirera le personnage de Frankenstein. Donc tout ça, c'est le même groupe. Et Erasmus Darwin d'un grand ami avec lequel il va publier sur l'électricité, qui n'est autre Benjamin Franklin. Un autre personnage est là. Alors ça, on a vu du côté de la médecine, du côté du business, donc de l'économie et du commerce. C'est le grand-père maternel, cette fois, de Charles Darwin, qui s'appelle Josiah Wedgwood. Et mon cher François, c'est l'inventeur du marketing. Et Josiah Wedgwood est un petit potier. Il vit chichement, il s'en sort, et malheureusement, il contracte une vilaine variole, il est obligé de se faire amputer de la jambe droite, et comme je dis très bêtement, quand vous avez une jambe de moins sur le pédalier, c'est pas évident, quoi. Donc, ce groupe qui s'appelle la Société lunaire échange avec les grands esprits, Condorcet, Malthus, etc. Enfin, Malthus était encore dans le coin. Donc, c'est des gens qui étaient parfaitement inscrits dans une vision de la société qui était donc baignée par l'esprit des Lumières, mais ils sont actifs. Et en définitive, il y a 3 centres des Lumières. Paris, pour la politique et un peu la philosophie. Édimbourg, surtout pour la philosophie et pas mal pour la politique. Et l'économie, et un peu de philosophie et de politique en ce qui concerne ces personnages. Et tous étaient d'origine anglaise, mais tous étaient allés à l'université d'Édimbourg, qu'on appelait l'Athènes du Nord à l'époque. Donc une université très libérale et très ouverte sur ce qu'on appellera un peu plus tard le progrès. Et Josiah Wedgwood, eh bien, handicapé, va demander à ses amis de lui donner un coup de main. Et tiens, si on essayait de mécaniser la production des poteries. Eh bien, c'est là qu'ils ont 2 autres amis. L'un s'appelle James Watt et l'autre Matthew Boulton. Le couple magique que découvrira Joseph Schumpeter un siècle plus tard, c'est-à-dire l'inventeur et l'entrepreneur. Et vous savez que c'est toujours comme ça aujourd'hui. Hein. Zuckerberg, Sheryl Sandberg. Hein. Aujourd'hui, il y a des grands débats, je pense que vous les suivez, cher François et vos collègues, mais sur à qui appartient l'entreprise. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est le passage des fondateurs à l'entrepreneur. Ce n'est pas tout à fait les mêmes business. Et donc, ces questions se posent déjà à cette époque-là, mais ce sont eux vraiment les premiers. Et Josiah Wedgwood va inventer le catalogue. Il va inventer également les showrooms Wedgwood. Et les Wedgwood, c'est les fameuses porcelaines vertes et bleues, qui est le premier produit sponsorisé, enfin, premier produit manufacturé dans une industrie sponsorisée par la couronne d'Angleterre. Donc ils avaient tout compris. Mais ils avaient compris aussi une chose que Karl Marx va théoriser 60 ans plus tard, parce qu'eux, ils étaient à la manœuvre, c'est qu'ils ont compris qu'en changeant les moyens de production et de distribution, changeait la société. Donc ils vont s'engager dans la compréhension de l'environnement, parce qu'un des premiers textes sur l'évolution, ou qui préfigure l'évolution, parce qu'il y a un peu de poésie dans tout ça, mais néanmoins c'est le cas, c'est le Jardin de la nature, une fois de plus, d'Erasmus Darwin. Mesdames, le premier texte écrit par un homme pour que les femmes aient la même éducation que les garçons, c'est Erasmus Darwin, 1797. Et Josiah Wedgwood va militer, ils sont aussi amis avec Adam Smith, va militer pour que justement il y ait abolition de l'esclavagisme. Le fameux médaillon Wedgwood.
où on voit un esclave à genoux avec les chaînes brisées, sur lequel il dit en anglais « ne suis-je pas votre frère, ne suis-je pas votre égal », c'est la famille Wedgwood. Et donc tous ces gens-là qui vont faire fortune vont faire abolir, grâce à leur fortune, l'esclavagisme dans l'Empire anglais. Voilà tout simplement à qui on a affaire. Et donc tout le creuset qui nous réunit aujourd'hui, vous voyez, il était là, cher François, chère présidente et chers collègues. Alors, comment se fait-il qu'on a perdu, mais le terme n'existait pas, c'est le lien entre la médecine et l'évolution? Il y a une deuxième période que j'ai retrouvée par mes travaux, qui a été complètement oubliée, et qui va avoir des conséquences en France d'ailleurs. Eh bien, ce sont les Russes. Après la défaite de la guerre de Crimée, en 1856, et 1856, c'est un tournant pour la médecine militaire. Parce que jusqu'à présent, chers amis, les soldats mouraient plus de maladies que par les armes. Et après 1856, évidemment, là, ça a été grandiose, on peut le dire, pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Là, il faut dire qu'on a vraiment mis le paquet dans l'autre sens. Hein. Donc, c'est absolument terrifiant quand on y pense. Mais en tout cas, l'Empire russe s'en sort très mal de cette défaite. Et là, il est très clair qu'il faut réformer l'Empire russe. Et ça tombe bien, Charles Darwin publie, cette fois-ci le petit-fils, bien sûr, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Et là, les intellectuels russes, mais ça comprend aussi les littéraires. Il y a Tolstoï là-dedans, il y a Tchekhov, il y a aussi donc la grande médecine. Et les Russes vont être les premiers, vraiment, à comprendre que pour réformer l'Empire russe, il faut s'inscrire dans une théorie du changement, parce que les théories de l'évolution sont des théories du changement, et que par ailleurs, donc, il faut intégrer donc, la médecine. Et c'est ainsi que nous allons avoir des gens qui vont être très liés au Collège de France, d'ailleurs. C'est un élève de Claude Bernard, le professeur Semenov, qui va retourner en Russie et qui va former des gens comme Pavlov, Metchnikov et autres. Donc ce sont les deux premiers prix Nobel, d'ailleurs, de médecine. Hein. Pavlov, 1904, et 1908, Metchnikov. Et Metchnikov va venir en France, puisque la France était considérée comme la Mecque des Russes. Alors on se souvient de Diaghilev, on se souvient de Chagall, ou en culturel, mais on a oublié que les scientifiques russes venaient. Et tout ça a un peu gravité autour du Collège de France. Et Metchnikov, qui sera d'ailleurs le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la gérontologie et ce dont on parle aujourd'hui pour le microbiote et l'immunologie, c'est Metchnikov, qui sera le premier sous-directeur de l'Institut Pasteur. Et puis après, on va oublier à nouveau. On va oublier à nouveau parce qu'évidemment, Première Guerre mondiale, toutes ces horreurs, et elle va revenir, cette médecine évolutionniste, avec 3 prix Nobel français, mais elle ne porte pas son nom, c'est François Wolff, François Jacob et donc Jacques Monod. Il faut savoir qu'avant leur prix Nobel de 1963, si je ne me trompe, 65, eux, on ne parlait pas d'évolution à l'université française, on n'en parlait pas en médecine. Pour des raisons à la fois théologiques, on n'aime pas les gènes, parce que les gènes, ça va à l'encontre du libre arbitre. Des raisons philosophiques, surtout qu'à l'époque, le débat politique était entre les philosophes d'inspiration catholique et d'autres d'inspiration communiste. Là, évidemment, si les gènes déterminent les caractères, comment réformer l'homme? Donc la France a pris un énorme retard pour des raisons culturelles entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 60 grâce à ce triple prix Nobel, pour qu'enfin la biologie et la médecine se retrouvent dans un contexte évolutionniste. Vous voyez un petit peu comment tout ceci a été un petit peu long. Mais il y a eu un autre problème qui vient aussi des biologistes. C'est que c'est la découverte de la biologie, évidemment le code génétique avec Wolff, Jacob et Monod, mais on avait toutes les études sur le polymorphisme génétique, tout ça avance très vite dans les années 40, 50, 60, mais on tombe aussi dans ce qu'on appelle le dogme fondamental de la biologie. Et tout va se concentrer donc sur les gènes et sur une approche très déterministe, instructionniste de la médecine, c'est-à-dire que recherchons la cause, les gènes et l'implication par leur codage pour les protéines, donc pour les maladies. Ce qui, de fait, n'est pas une approche très évolutionniste, une approche très déterministe, mais néanmoins, ça fait des progrès extraordinairement importants. Tout ceci ne va revenir que dans les années 90, avec des auteurs américains, donc Rodolphe Nisi et l'autre s'appelle Williamson. Ils vont sortir un livre qui s'intitule « Revenir vers la médecine darwinienne ». Alors là, si ça peut passer encore dans le monde anglo-saxon, mais si vous êtes là, à l'entrée de l'hôpital, et vous avez un panneau, ici c'est de la médecine darwinienne, il n'y a pas grand monde qui va rentrer, parce qu'ils vont se dire, ils vont nous liquider. En fait, parce qu'évidemment, il y a toutes ces bêtises qui consistent à dire, c'est la loi du plus fort, et Darwin, ce n'est pas du tout ça. Donc l'idée, évidemment, c'était donc de s'engager vers l'étape suivante, comment développer un corpus théorique et conceptuel qui permet d'intégrer cette grande question
d'où viennent les maladies, comment les hommes évoluent avec les maladies, comment comprendre d'où viennent ces maladies et comment nos activités humaines sont capables aussi de provoquer de nouvelles maladies. Donc c'est l'idée de, aujourd'hui, ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. Et par ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez dû entendre parler de cela, il commence à y avoir quelques réunions internationales sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle le projet One Health Medicine, la médecine pour tous, unique. C'est-à-dire une convergence entre la médecine humaine, la médecine animale et la santé des environnements. Et tout ça, c'est la médecine évolutionniste. Et bien sûr, là-dedans vont arriver, et ça arrive déjà, les nouvelles technologies. Alors, quelques petits exemples de ce que nous permettent de comprendre les approches évolutionnistes, donc, de la médecine. D'abord, soigner ses congénères n'est pas récent. Les chimpanzés, qui, je le rappelle, ne sont pas nos ancêtres, les chimpanzés ont le sens de l'humour, et vous savez qu'il y a une blague qui les fait vraiment se tordre de rire, l'homme descend du singe. Les chimpanzés sont nos frères d'évolution. Et il n'y a pas une espèce qui est restée en panne d'évolution sur la Terre. Quand les gens me demandent des fois, et le singe qui n'a pas évolué, ricanement des babouins dans les savanes. D'abord, toutes les espèces qui nous entourent sont récentes. Il n'y a pas une qui est restée en panne d'évolution. Première chose. Et les chimpanzés, eh bien, pratiquent la médecine. Il y a des spécialistes pour curer les dents, donc la sphère orale, comme on dit chez les ORL. Ils ont des moyens de se soigner, bien sûr. C'est comme la médecine il y a encore un siècle chez nous. Et par exemple, aujourd'hui, et depuis longtemps, et je fais référence à mon excellente collègue, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, Sabrina Krief, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des financements, notamment des grandes compagnies pharmaceutiques, pour regarder comment les chimpanzés se soignent. Et on découvre beaucoup de choses. C'est extraordinaire. Par exemple, ils ont inventé la bithérapie. La bithérapie, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés digestives, ils ont des vers, par exemple, bien sûr. Donc, ils avalent une première feuille qui contient des opioïdes, alors ça shoot les vers, et ensuite, ils envoient une deuxième feuille avec des vélocités comme les velcro, et hop, ça ramasse tout. Ben ouais, mais c'est quand même pas mal, on aurait pu aller voir plus tôt quand même. Hein. Donc, ce qui veut dire que se soigner, évidemment, tout ceci a été au cœur de l'évolution de la vie humaine, comme des chimpanzés, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on ne connaît pas leurs ancêtres, si ce n'est l'ancêtre commun avec nous. Mais il va y avoir autre chose, avec les premiers hommes. C'est ce que j'explique donc dans ce livre que vous avez bien évoqué, chère présidente, donc Sapiens face à Sapiens. C'est une particularité des sociétés humaines avec les premiers vrais hommes qu'on appelle les Homo erectus, qui apparaissent en Afrique il y a 1,8 million d'années. Je précise, avant Jésus-Christ, parce que des fois, il y en a qui sont... Voilà. Donc, il y a 1,8 million d'années. Et là, ils vont inventer la deuxième coévolution. Ce qu'on sait très bien aujourd'hui avec la médecine, depuis une dizaine d'années, c'est que tous, tels que vous êtes là, vous êtes triplement uniques. Par vos gènes, par votre épigénétique, c'est-à-dire comment se fait l'expression des gènes et comment ça se transmet, et une partie est transmissible par le micro-RN, pour l'instant j'en suis là je crois, et troisièmement votre microbiote. Donc vous êtes triplement unique. Donc vous-même là, 80% des micro-organismes qui vous composent ne sont pas à vous, donc vous avez votre génome, et on appelle l'hologénome, c'est-à-dire 100 000 gènes en plus qui sont donc dans votre corps avec les micro-organismes et sur votre peau. Et ça participe de votre santé, ça participe de votre réhabilitation, ça participe aussi de vos capacités cognitives. Donc, ok, ça on comprend bien, que nous continuons à coévoluer avec les autres organismes et micro-organismes. Ouais. Mais quand même, pour les médecins qui ont un certain âge dans cette salle, on nous a appris quand même, il y a une cinquantaine d'années, ou une quarantaine d'années, ok, l'homme est sorti des lois de la nature, et après tout, grâce à la médecine, au progrès technique et au progrès de la pharmacologie, nous sommes plus soumis aux considérations de la sélection naturelle et de l'évolution. Et puis qu'après tout, les gènes, ça n'avance pas vite, la culture, ça avance. Exactement l'inverse, vous allez voir. Donc, on s'est complètement planté, parce qu'on n'avait pas d'approche donc évolutionniste. Donc ça, cette première coévolution qui est générale, qui est au cœur des écosystèmes, donc les interactions entre tous les organismes, ça continue, alors qu'on avait cru que c'était terminé. Mais Homo, le genre Homo, va inventer une deuxième coévolution. C'est que nous sommes des espèces incroyablement plastiques. Alors le terme est à la mode, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous pouvons changer très vite, d'un point de vue morphologique, qui est la taille et la forme, très vite d'un point de vue physiologique, les fonctions de l'organisme, et très vite d'un point de vue cognitif. Et cette plasticité, c'est super quand ça va dans le bon sens, c'est pas super quand ça va dans le mauvais sens. Ce plastique, ça veut dire que ça peut changer très vite.
Et donc nous sommes très plastiques vis-à-vis des environnements, entre guillemets, naturels, mais vis-à-vis également des environnements techniques et culturels. C'est-à-dire que les technologies et leurs usages, ce que les anglo-saxons appellent General Purpose Technologies, c'est-à-dire des technologies qui impactent toutes les activités de la société, ont des effets immédiats sur notre évolution biologique au sens large. Et la première technologie généralisée qui va complètement changer la face de la Terre, c'est le feu. Alors vous lirez dans la plupart des livres que le feu, c'est 700 000 ans. Non, c'est les plus anciens foyers structurés. Vous imaginez bien que les premiers hommes ou femmes, parce que là aussi, mesdames, l'homme c'est l'outil, vous tapez sur Internet l'homme et l'outil, vous avez 20 photos avec des mâles, pas une femelle. On se demande ce que vous faites là d'ailleurs. On se demande comment on a évolué, il a fallu vous traîner. C'est très bizarre parce qu'il n'y a aucune image d'évolution de la femme. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Voilà, on aurait dû aller plus vite d'après les machismes, mais voilà, c'est comme ça. Donc, non mais attendez, aparté. J'ai fait il y a 2 ans un film qui s'appelle Premier homme au pluriel. Ça passe sur la M6. Là, j'ai 2 groupes d'Homo erectus il y a 1 million d'années. Il y a une femme qui dirige un groupe d'Homo erectus et l'autre groupe d'Homo erectus est dirigé par un homme. Parce qu'on ne sait pas. Il y a dû y avoir des diversités. J'ai tourné dans les académies avec les collégiens, les lycéens et les profs. Première question posée, hey, vous êtes sûr qu'une femme peut diriger des hommes? Non, ça s'appelle l'idéologie intégrée. Vous voyez? Et ça, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je travaille sur ce truc-là. Donc, on avance. Néanmoins, cette histoire avec le feu, elle est beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine, et ça c'est dans mon dernier livre, donc c'est le premier qu'on parle de ça, et aussi des femmes, c'est que la cuisson, ça va faire plusieurs choses. D'abord, oublier l'idée que le feu et les outils, c'est que pour la viande. La viande crue, carpaccio, tartare, tant que la viande est crue, est bonne, ça roule. Par contre, un carpaccio de patates crues, allez-y. Et donc c'est surtout pour détoxiquer les aliments, parce que les aliments dans les environnements naturels, il y a des produits chimiques secondaires et c'est une bagarre pas possible. Les singes savent manger qu'une petite partie de plantes, c'est des cultures, ça se transmet. Comme le problème aujourd'hui, ok, pas manger de viande, mais il faut apprendre à être végétarien. Hein, ça s'apprend, si on veut compenser. C'est une culture, ça aussi. On ne devient pas végétarien comme ça. Donc les singes le savent très bien, nos ancêtres le savaient très bien, ce qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est que le feu va permettre évidemment, grâce à la cuisson, alors ça dépend du type d'aliment, des protéines, des tubercules ou autres, mais grosso modo, c'est un rendement de 30% supérieur en termes d'énergie et de qualité nutritive, et ça permet aussi, évidemment, de alléger la charge masticatrice. On a tout le souvenir d'un steak mal cuit à la cantine, ça fatigue pour les cours d'après-midi. Hein. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a tout un environnement nouveau, cette coévolution qu'on appelle bioculturelle, qui va faire qu'en quelques centaines de milliers d'années, c'est assez rapide, hein, la taille corporelle va augmenter de 20 cm, le cerveau va doubler, et les hommes vont partir à la conquête du monde. Car jusque-là, aucune espèce de grand singe ou de grand singe n'avait quitté la bande des tropiques, en tout cas l'Afrique. Donc là, les conséquences sont absolument énormes, et évidemment, un des enjeux de la médecine évolutionniste, c'est celui-ci. Quoi que vous fassiez, c'est un compromis. Il y a des choses qui vont aller mieux, et d'autres choses que vous n'avez pas prévues, ou dont les conséquences peuvent être ennuyeuses. Et là, malheureusement, ça va être du côté des femmes. D'un côté, donc, on acquiert cette bipédie extraordinaire. Vous savez que l'homme est l'animal qui a la plus grande endurance. Même un cheval ne peut pas vous battre. Bon, enfin, entraînez-vous et choisissez le cheval quand même. Hein. Mais nous sommes l'espèce la plus endurante. L'homme ne court pas vite. Nous n'avons qu'une allure, le trot. Un cervelet dément pour gérer tout ça, 80 milliards de neurones, comme le néocortex. Mais l'homme est la seule espèce capable de marcher pendant des jours, 40-50 km par jour. Même les chevaux ne peuvent pas nous suivre, mais il faut attendre 2-3 jours quand même. Donc tout ça, c'est formidable. Grande bipédie, cerveau, culture, des outils magnifiques. Mais il y a un autre problème. C'est que cette coévolution va favoriser le développement du cerveau. Ça aurait pu ne pas se faire. Il y a une lignée humaine qui est très peu connue où ça ne s'est pas fait. Et là, il va y avoir des contraintes sur l'accouchement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, lié à l'évolution biologique, cette bipédie extraordinaire qui est la nôtre. Et d'un autre côté, grâce à la cuisson, et comme le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie, vous savez, chez nous les adultes, c'est 20% de notre métabolisme quotidien, ce soir on va monter à 25%. Et donc à partir de là, bien sûr, il y avait un plafond physiologique pour le développement du cerveau. Ça aurait pu ne pas se faire, mais ça s'est fait. Je rappelle, deuxième règle d'or dans l'évolution, c'est pas parce que ça s'est fait que ça devait se faire, mais ça s'est fait. D'accord ? Donc ça s'est fait.
Et il y a une corrélation très forte chez tous les mammifères, notamment les singes, entre la taille du cerveau adulte, la taille du cerveau du nouveau-né, et évidemment le problème de l'accouchement. Eh bien, le bassin s'est refermé, le petit bassin, par là où passe la tête du futur nouveau-né, elle s'est refermée, et de l'autre côté, donc, la taille du cerveau qui augmente. Aujourd'hui, d'un point de vue des courbes empiriques et théoriques que nous avons, en comparant les espèces, la grossesse devrait durer 18 mois dans notre espèce. Alors, les dames qui ont eu des bébés, elles savent ce que ça veut dire, déjà 9 mois. Et donc, ce qui veut dire il y a une évolution tout à fait particulière, qui est unique au genre Homo, qu'on appelle l'altricialité secondaire. L'altricialité, c'est le processus de développement du cerveau in utero. Et chez toutes les espèces, même les plus proches de nous, eh bien, je fais la courbe comme ça, vous avez la croissance du volume cérébral, je ne parle pas des structures, la myélisation va continuer évidemment, et arrivé à 9 mois, crac, ça plafonne. Tandis que chez nous, ça croît comme ça, naissance, et ça continue de la même manière jusqu'à 18 mois, 20 mois. Ce qui veut dire que d'une manière terrible, j'en suis désolé mesdames, mais c'est ça qui s'est passé, c'est que les femmes qui, par variation darwinienne ou biologique, avaient des grossesses qui duraient un peu plus longtemps, mouraient. Et depuis 2 millions d'années, il y a une sélection qu'on appelle un fardeau de l'évolution qui a frappé les femmes, justement, sur ce processus de la rencontre de 2 processus évolutifs qui vont justement se rencontrer dans le petit bassin. D'un côté, l'évolution de la bipédie, l'autre côté, évidemment, le développement du cerveau pour des facteurs donc coévolutifs, cette fois-ci bioculturels. Alors, on est sorti, on est là, mais vous n'imaginez pas toutes les misères que ça posait et les douleurs, puisqu'en définitive, les problèmes de l'obstétrique, ça fait pas longtemps qu'on les maîtrise assez bien. Ça fait un siècle. Ça a été 2 millions d'années de douleur. Donc tout ceci fait que le petit humain a un développement tout à fait particulier, parce que extra-utéro, il passe d'un utérus naturel à un utérus culturel, où là, il va apprendre la belle langue maternelle, bien sûr, et s'imprégner des informations de l'environnement. Ce qui est déjà le cas in utero, on le sait maintenant, mais là, évidemment, ça va se déployer. Et alors, le petit bébé humain n'est pas immature. Enfin, je ne sais pas où les sciences humaines ont vu ça. Ils n'ont jamais accouché, ces gars-là. Le petit bébé humain est énorme. Maman gorille, qui vous en conviendrez, est un peu plus grosse que la maman bretonne. Bon, en Amérique, ça ne tient pas, là, mais chez nous, ça tient. Et à partir de là, attendez, chez les chimpanzés et les gorilles qui sont les plus proches de nous, la grossesse dure 8 mois et 2 semaines. Nous, c'est 2 semaines de plus. Le petit gorillon, le petit chimpanzé, il fait 1,3 kg, 1,4 kg pour un cerveau de 200 cm3. Nous, c'est le double. Le double. Donc le petit bébé humain est absolument énorme. Et donc là, un des fardeaux de l'évolution était celui-ci, qu'on a compris donc que depuis très peu de temps, mais l'obstétrique n'a pas attendu cette explication pour faire des progrès. Alors, ces hommes vont se déployer depuis l'Afrique, je passe sur les détails, et nous arrivons à la fin de la préhistoire, où là, les implications pour la médecine d'aujourd'hui sont à peine connues. Il faut imaginer qu'après que les Homo erectus se soient déployés sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ce qu'on appelle l'Ancien Monde, eh bien, 3 grandes lignées vont se séparer, avec différents aléas. Sur l'Afrique et le sud du Proche-Orient et la péninsule arabique, c'est nous, les sapiens. Nous sommes africains. Sur l'Europe, la Russie et le nord du Proche-Orient, les Néandertaliens. Et les Néandertaliens ont réussi le rêve que n'ont jamais réussi ni les Russes ni les Soviétiques, occuper l'Europe et l'Asie. Et une espèce qu'on vient de découvrir, enfin ça fait 10 ans maintenant qu'on en parle, enfin à peine, qu'on appelle les Denisoviens. Alors là, on est dans une situation absolument étonnante, et c'est l'apport évidemment de la paléogénétique. Ma discipline pendant longtemps avait deux socles, et ça continue, qui sont les fossiles et les ossements. Mais là, on a la paléogénétique parce que depuis 25 ans maintenant, on arrive à extraire de l'ADN des ossements fossiles. Et en 2010, nos collègues russes, dans une équipe internationale bien sûr, trouvent une phalange. On sait que c'est la phalange d'une femme, pas évident parce qu'elle est vraiment costaud, et il y a l'ADN mitochondrial. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ou celles, il y a 2 types d'ADN que nous avons. Il y a l'ADN donc nucléaire, celui de nos noyaux, de nos chromosomes, de nos gènes, qui transmettent nos caractères à la descendance, qu'on appelle l'ADN nucléaire, et l'ADN des mitochondries, ces petits organites qui sont dans le cytoplasme de nos cellules, en charge de leur métabolisme, et cet ADN ne se transmet que de mère à enfant, ce qui permet d'ailleurs de reconstituer les lignées maternelles. Et donc, on extrait cet ADN, et là, on se dit, on a une nouvelle espèce. Donc, rendez-vous compte,
On a une espèce, vous découvrirez tout ça dans ce dernier livre, où il y a tous les derniers résultats, dont on connaît qu'une phalange, 2-3 chicots et une mandibule, mais on sait qu'ils étaient, grâce justement à la paléogénétique, du plateau du Tibet sur tout le sud de l'Asie donc orientale, peut-être vers l'Inde, mais pour l'instant, on n'a pas de données. Donc il faut imaginer, chers amis, qu'entre 500 000 ans, au moment où elles divergent, et 100 000 ans, il y avait 3 espèces tout aussi humaines sur cette terre. Toutes enterrées leurs morts. Alors, il fallait voir les gaillards. Hein. Parce que je peux vous dire qu'ils savaient chasser, ils savaient bien manger, ils avaient maîtrisé la cuisson. Il faut imaginer que c'était plus grand que nous. Que leur masse musculaire squelettique, c'était au moins moitié supérieure aux nôtres, et ils avaient aussi un cerveau plus gros que le nôtre. C'est-à-dire, vous mettez ces gars-là dans une première ligne de rugby, les All Blacks ne voient pas la balle. Enfin, ils ne l'ont pas vu cette année avec les Anglais. Mais, donc, devant les Anglais, du coup, il faut se venger. Donc, à partir de là, évidemment, ils se sont rencontrés. Et la grande surprise, c'est que nous nous sommes hybridés avec eux. Et à partir de là, ça a commencé à bousculer une définition canonique qu'on a tous apprise à l'école. C'est qu'une espèce, c'est les individus qui se reproduisent entre eux. Par définition. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, sur cette Terre, il n'y a qu'une seule espèce humaine, puisque tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été démontré d'ailleurs bien avant Darwin par les marins, les militaires et les missionnaires. Donc, aujourd'hui, les écoles internationales de business, etc. Voilà. Donc, très sérieusement, ils vont se rencontrer et on appelle ça l'introgression. C'est quoi l'introgression? Eh bien, c'est ce que font très bien les éleveurs depuis longtemps. C'est que vous avez une espèce ou des populations d'une espèce et pour des raisons liées à vos choix ou peut-être de dégénérescence de l'espèce, on essaye de revitaliser ou de trouver de nouveaux caractères par introgression. Donc ça consiste à faire se reproduire un mâle et une femelle des deux espèces qui sont quand même très proches sur le plan de leur histoire, donc phylogénétique dans mon jargon. Puis ensuite, on refait les croisements qu'on accentue afin de fixer des caractères génétiques donc, qui sont introgressés. Eh bien, on a découvert qu'il y a aujourd'hui 3 foyers d'introgression. Bien sûr, le Proche-Orient, où ils se rencontrent. Donc, les sapiens, c'est-à-dire nous, rencontrent les Néandertaliens et nous avons échangé des gènes vers 70 000 ans et 40 000 ans. Et puis après ça, évidemment, il y aura des échanges entre Denisova et Néandertal du côté de la Sibérie, mais nous, en plus, les sapiens, on va débouler. Donc je ne vous dis pas le bazar que ça va faire. Et on en est où aujourd'hui? Petite anecdote. J'étais au salon du livre de Brive. Il y avait mon ami Ménard Werber, vous savez, le roi des fourmis, là. Enfin, des chats, maintenant. Et là, il me dit, au petit déjeuner, écoute, Pascal, j'ai fait mon test génétique. Il me dit, tu te rends compte, j'ai 2,7% de gènes de Néandertal. Je lui dis, mets-toi de profil. Je dis, ok, ta famille vient d'Ukraine et du corridor de la mer Noire. Il dit, merde, comment tu sais? Vous allez comprendre. En fait, nous avons, nous, ici, en Europe occidentale, entre 1,6 et 2,1 d'ADN de Néandertal. Mais ce qu'on a découvert récemment, c'est que les populations de l'Est, Asie, ont, eux, 2,1 à 4, voire 6% d'ADN de Néandertal. Donc il y a eu des hybridations plus constantes et plus pérennes. Mais nous, les Homo sapiens, nous sortons d'Afrique vers 100 000 ans, on arrive au Proche-Orient et au sud de la péninsule arabique. Là, on rencontre les sapiens archaïques, donc même espèce, ça se mélange bien. On arrive au nord, ah non, là, Néandertal ne nous laisse pas passer. On va cohabiter avec 50 000 ans avec eux, donc on s'est un peu tapé sur la figure, on a échangé des outils et on a fait l'amour. Et là, mon cher François, c'est un des modèles essentiels de la croissance externe pour une entreprise qui doit innover. Parce que vous voyez, les entreprises font souvent de la croissance organique, c'est bien, mais si elles veulent capter quand même des nouveaux caractères chez les startups et les PMI, faites l'amour avec elles, quoi. Voilà. Ouais, ça va beaucoup plus vite, c'est plus sympa et c'est vachement efficace quand même. Donc, alors. Et donc, qu'est-ce qu'on a attrapé comme gène? D'abord, la peau blanche. Alors, Néandertal a acquis la peau claire par voie de sélection naturelle pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, voire 200 000 ans même. Et la peau claire, c'est une adaptation qui permet de laisser mieux passer les rayons ultraviolets, ce qui permet de synthétiser la vitamine D et d'avoir de bons squelettes bien costauds. Et c'est une caractéristique, évidemment, des peuples qui vivent dans les régions de haute latitude ou peu ensoleillées. En plus, il y a les alternantes glaciaires. Mais alors, c'est toujours un compromis, on n'a pas tout gagné dans le coup. Hein. On a gagné aussi des gènes qui prédisposent au diabète 2, à la dépression, à la schizophrénie, à la maladie de Crohn. Enfin, les mecs nous ont fait un cadeau, mais ils ont dit, vous prenez le package. Hein.
Et actuellement, donc, notamment, c'est l'intérêt, et on sait maintenant, ces études qui datent d'1 an maintenant, alors sur les systèmes immunologiques, alors je rentre pas dans les détails parce que je les connais pas bien, mais c'est les TLR, donc les systèmes de récepteurs sur les cellules en ce qui concerne la protection immunologique et évidemment la protection contre les agents pathogènes. Ben, c'est qu'en faisant l'amour avec Néandertal, évidemment, nous avons capté ces gènes qui ont été conservés, sélectionnés, et c'était évidemment une des parties du succès de nous, les sapiens qui arrivons chez Néandertal, c'est que plutôt que de capter leurs adaptations, enfin d'avoir acquis les adaptations pendant des dizaines de milliers d'années, il a suffi en quelques milliers d'années de faire l'amour avec eux. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des enjeux qui montrent très clairement de médecine, de prédisposition dans les populations occidentales qui sont les nôtres, mais qu'on trouve ailleurs, évidemment, en Amérique du Nord, qui sont liées donc à ces gènes. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Les sapiens que nous sommes, ils vont aller, comme ils sont bloqués par Néandertal au nord, ils vont aller plein est. Et là, ils vont rencontrer les Denisoviens. Donc, de Denisova, c'est leur nom, c'est une autre espèce. Là, évidemment, on prend les mêmes, enfin, on ne prend pas les mêmes, on fait les mêmes choses, et on va capter les gènes de Denisova. Et notamment, alors on ne connaît pas toutes les pathologies qui seraient liées avec ça, parce que c'est très récent, ces découvertes, mais il y a un caractère qui a été conservé par les Sherpas et les populations Han, qui est donc l'aptitude à respirer de l'oxygène sous haute latitude. D'ailleurs, ce que j'adore quand je vois une grande expédition dans l'Himalaya, vous avez le champion occidental devant avec 500 grammes de Kevlar, et derrière, vous avez le mec 50 kilos sur le dos en sandales, mais le champion est devant. Hein. On est bien d'accord? Bien. Donc tout ça, bah, c'est lié aux amours avec Denisova. Et aujourd'hui, la part de gènes de Denisoviens, on n'en a pas, nous, très très peu. Par contre, plus on va vers l'Est, plus il y en a. Et aujourd'hui, les peuples de Mélanésie, dont les aborigènes australiens, par exemple, les Mélanésiens, les Papous, ont de l'ordre de 4, voire 6, parfois 8% d'ADN de Denisova. Donc la première chose qui émerge de ces études extrêmement récentes, c'est qu'une partie de ce que nous sommes, évidemment, est liée à ces échanges génétiques et culturels, bien sûr, avec ces autres peuples, mais une partie de notre santé et une partie de notre médecine, évidemment, est liée, évidemment, à ces liens, ces héritages que j'évoquais. Maintenant, passons au monde des agricultures. Alors là aussi, oubliez toutes les bêtises qu'on a racontées. C'est la fin du dernier âge glaciaire, il y a 12 000 ans par rapport à aujourd'hui. Alors là, je suis obligé de parler de Jésus-Christ maintenant, parce que là, franchement, quand on est à 1000 ans, il faut faire gaffe. Donc, et là, donc, on a dit l'invention des agricultures. Ce qu'on n'a rien compris encore, même dans les théories de l'innovation, c'est que, ah là, pourquoi ils ont inventé l'agriculture? Ben, ils sont bien à faire plein de gosses. Il y a une crise de libido, c'est pas pourquoi. Ça se réchauffe, ils copulent comme des lapins. Ils font plein de gosses. Ils font un meeting chez Nominoé. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va inventer l'agriculture. Tiens, ce serait une bonne idée. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Bien évidemment, ça va prendre 5000 ans. C'est un très long processus. Processus à la fois, évidemment, technique, de connaissance des plantes, des animaux, les domestications, mais aussi un processus cognitif, avec des changements de représentation du monde. Il faut bien comprendre que l'évolution humaine, avec les outils, elle est technique et idéale. Un smartphone dans votre main, un biface dans l'autre main de Cro-Magnon, c'est un changement du rapport au monde. Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans, évidemment, avec le numérique, sauf qu'on ne savait pas que c'était aussi ancien. Et donc, l'invention des agricultures. Alors ça, c'est une énigme qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est comment se fait-il que les agricultures soient apparues indépendamment dans 5 ou 6 régions du monde différentes. D'ailleurs, dans la bande tempérée chaude, Proche-Orient pour nous, l'Inde, la Chine méridionale, la Nouvelle-Guinée, la Mésoamérique, évidemment. Tous les légumes qu'on mange quasiment, que vous cultivez en Bretagne, évidemment, viennent des Amériques. Hein. Sinon, les légumes qui sont hérités du Proche-Orient, c'est ceux que vous mangez dans un restaurant libanais ou turc. Chiches, haricots, fèves, etc., et graminées. Et donc là, ce que vont faire nos ancêtres il y a 10 000 ans va complètement changer l'histoire du monde, mais bien plus tard. Les agriculteurs du Proche-Orient, comme les agriculteurs chinois, on en parlait à propos des cochons tout à l'heure, mon cher ami, ils ont eu l'idée de faire entrer des animaux dans les maisons. Et les animaux sont entrés avec leurs agents pathogènes. Et bien évidemment, c'était des facteurs de sélection qui ont frappé la mortalité infantile. Et aujourd'hui, justement, toutes les maladies infantiles que nous connaissons sont un héritage, justement, de la sélection des gènes sur les enfants d'il y a 10 000 ans par rapport à aujourd'hui, jusqu'à l'ère chrétienne. Donc, nous avons coévolué avec les agents pathogènes que nous amenaient donc ces animaux. En Chine, ils ont fait pareil. Ils ont l'idée de faire entrer
des oies et des canards, donc des anatidés dans les maisons, dans les fermes, avec les cochons. Ce qui fait que la souche aviaire du virus de la grippe est passée par celui du cochon et s'est adaptée à l'homme. Et depuis, on n'arrête pas de coévoluer avec les virus de la grippe. Tous les ans, merci l'Institut Pasteur et les autres, évidemment, et l'OMS, c'est ce qu'on appelle la course de la reine rouge. Donc, ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, c'est que nos innovations techniques et culturelles, comme celles qui sont conçues comme de grands progrès, eh bien, sont toujours des compromis, et que les activités humaines et culturelles ont créé des maladies auxquelles nous sommes confrontés encore aujourd'hui. Par contre, les Amérindiens n'avaient jamais fait rentrer des animaux dans les maisons. Ils ont domestiqué un peu les vigognes, les cochons d'Inde, les chinchillas, mais ça restait dehors, les lamas, bien sûr. Et voilà qu'en 1492, quand les Occidentaux déboulent dans les Amériques avec leur système immunologique et leurs pathogènes, les Amérindiens, eux, n'avaient pas du tout la même histoire bioculturelle avec leur agriculture. Eh bien, la sanction a été 90 millions de morts en 50 ans en Amérique du Nord. Et le reste de la Mésoamérique et bien sûr l'Amérique du Sud. Alors évidemment, il faut arrêter avec le complot en ce moment. Oui, quand les Chinois avaient prévu d'emmerder les Amérindiens, non. Hein. Évidemment, ces agriculteurs, voilà, ils essayaient de survivre, de créer de nouvelles économies. Et voilà donc les conséquences auxquelles on est confrontés. Nous autres, là, en Europe, nos systèmes génétiques sont une combinaison de deux grands mouvements migratoires qui ont eu lieu, l'un 6000 ans avant Jésus-Christ, l'autre 4000 ans après Jésus-Christ. Il y a 8000 ans, donc 6000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une crise climatique un peu compliquée, un des sursauts de la dernière glaciation, qu'importe, et les agricultures qui avaient commencé à émerger au Proche-Orient entre grosso modo 9000 ans jusqu'à 6000 ans vont être très affectées, changement d'environnement, et de fait, ces peuples du Proche-Orient, qui au passage avaient la peau claire et les yeux bleus, et les cheveux bruns, ça c'est amusant, comme ça a changé, vont migrer, ils vont passer par le Bosphore, qui veut dire le passage du bœuf, et se retrouver donc dans le sud de l'Europe. Et petit à petit, ils vont monter vers le nord. 4000 ans avant Jésus-Christ, d'autres peuples, qui sont cette fois-ci des peuples d'éleveurs, qui ont associé leur économie à de grands troupeaux, notamment les chevaux, mais aussi les bovidés. Et eux vont boire du sang et du lait. Et de fait, il va y avoir une sélection. Car vous savez, digérer du lait, ce n'est pas donné à tout le monde à l'âge adulte. Et donc, le lactose nécessite certaines enzymes, la lactase. Et à partir de là, les enfants qui n'avaient pas, par variation génétique chez ces peuples, la capacité de diriger le lactose, eh bien, mouraient. Donc, le choix qui a été fait chez les peuples agriculteurs de boire du lait et du sang et de la viande a sélectionné les gènes, de la même façon que pour nous, par exemple, d'ailleurs, une des allergies du gluten vient de là en partie, c'est ce qu'on appelle le favisme, qui a été déjà décrit par Hippocrate, c'est-à-dire que le favisme, c'est l'allergie à la trop de consommation de fèves. Donc, vous voyez, quand aujourd'hui on vous dit que ce que vous mangez conditionnera peut-être la santé de vos enfants avec le microbiote, etc., eh ben, ça a toujours été comme cela. On le redécouvre avec notre médecine aujourd'hui, évidemment, et ceci a toujours accompagné l'histoire humaine. Et d'ailleurs, les conséquences se voient dans les films. Si vous regardez un film, notamment, qui est tourné dans le Nord, ou qui se passe dans le Nord de l'Europe, pardon, comme Millennium, ou alors un film américain, le soir, ils boivent un verre de lait. Ben parce qu'ils ont beaucoup plus de gènes, parce que ces peuples d'agriculture sont arrivés au nord de l'Europe, et là-bas et là-haut, il y a beaucoup plus de gènes qui permettent de digérer le lait même après donc le sevrage. Par contre, dans le sud de l'Europe, on va plutôt vers des choses qui se distillent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais quand même d'une manière étonnante, vous voyez comment ces histoires qui remontent à 6000 ans, enfin 8000 ans en absolu et 6000 ans, aujourd'hui sont un enjeu pour la médecine. Et là, de coup, on va tomber sur ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée. Parce que la médecine, longtemps, ça a été quoi? Avec des progrès extraordinaires. C'était éradiquer les grandes maladies. Et on a réussi. Les vaccinations, encore les abrutis qui ne vont pas se faire vacciner, enfin, les comprendre ça. Enfin, contre la connerie, on n'a pas trouvé. Hein. Donc, et donc, des progrès absolument extraordinaires. Mais en l'occurrence, il faut bien comprendre que ce que nous redécouvrons n'est qu'une continuité. Et maintenant, j'en ai arrivé, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que nous sommes accroyants en plastique, nos environnements changent vite, nous avons plein de technologies. Comment cette incroyable plasticité que nous ont léguée nos ancêtres va réagir dans le monde face à ces nouveaux changements que je vais évoquer. Mais avant, j'ai parlé de ma génération. Les baby boomers, ceux que déteste Greta Thunberg.
Une évolution comme jamais. On n'a pas changé nos gènes depuis 60 ans. Enfin, le génome n'a pas changé. Et ce qu'on ignore, c'est que la première définition du transhumanisme a été forgée par Julian Huxley, immense biologiste, premier secrétaire général de l'UNESCO. Et ce programme de l'UNESCO était le suivant. Comment améliorer la condition humaine par l'éducation, la science, la culture et le progrès social. Et en 1957, donc, au moment où vont se déployer les 30 Glorieuses, eh bien, nous allons connaître en fait un programme transhumanisme qui n'a pas été nommé comme ça, parce que l'idée du transhumanisme, selon Julian Huxley, pas ceux d'aujourd'hui, était de dire, grâce à l'éducation, la science, la médecine, la culture, nous allons pouvoir faire s'exprimer des potentialités de la vie humaine qui n'ont jamais été exprimées jusque-là. Et c'est ce qui s'est passé. 25 ans d'espérance de vie. Ça plombe la retraite par répartition, je vous l'accorde. Mais je vous assure, les jeunes qui sont là, vous serez dans vos voitures autonomes. Moi, je continuerai à passer à moto. On ne va pas lâcher le guidon, nous. On a peut-être un peu tort, je vous l'accorde. La chose, là également, 10 cm de taille corporelle. Ben oui, l'école à 16 ans, bien sûr, c'est plus d'instruction. Le QI, qu'on appelle l'effet Flint, n'a jamais autant augmenté qu'entre les années 50 et 90. Et oui. L'accès à la culture, l'évolution sociale, mai 68, les progrès autour du monde du travail, la médecine, évidemment, qui est au cœur de tout cela. Mais on a gagné donc également 10 cm de taille corporelle. Pourquoi ? Parce que mes parents, vos grands-parents, moi j'ai une partie de ma famille qui vient de Bretagne, hein, je les ai vus dans les années 50, on travaillait dur, très tôt, donc ça bloquait les cartilages de conjugaison. On est libéré de ça, donc évidemment, 10 cm de taille corporelle. Ça a été aussi donc des évolutions en termes de libido. C'est vrai qu'on était un petit peu chaud dans les années 70, mais néanmoins ça a bien fonctionné. Donc tout ceci a été donc une évolution absolument extraordinaire, et sauf qu'on avait ignoré une des règles empiriques de l'évolution. Si je vous demande pourquoi il y a évolution, première idée qui vous viendra, et c'est normal, vous direz les catastrophes naturelles. Jurassic Park. Bien sûr que ça intervient, mais ça ne fait pas l'adaptation. Vous avez vu Jurassic Park, vous êtes un super tyrannosaure, personne ne vous cherche des noises, vous êtes le plus fort, le plus rapide, le plus méchant, et vous chopez un météorite. Alors, comme on dit dans les films américains, nothing personal, mais quand vous le chopez, vous le chopez. D'accord ? Donc ça affecte l'histoire de la vie, mais ça ne fait pas l'adaptation. Après, évidemment, l'environnement a changé, il faut s'adapter. Mais j'en reviendrai tout à l'heure pour justement l'idée des écosystèmes. Donc, bien sûr, les catastrophes naturelles, mais elles ne font pas la vie, elles modifient le cours de l'histoire de la vie. Par contre, ce qui fait l'évolution, c'est la coévolution que j'ai déjà évoquée. Nous coévoluons avec les autres organismes. Et ça, évidemment, c'est pour cette raison que, quand on parle de biodiversité aujourd'hui, alors on se dit, ah tiens, si dans un écosystème une espèce disparaît, c'est pas grave, c'est une espèce. Non, non, c'est pas une espèce qui disparaît. C'est un tissu de relations qui existe depuis des millions d'années qui disparaît et qui peut mettre en danger un écosystème. Ce n'est pas l'espèce qui compte, c'est toutes ces relations. C'est pour ça que la pensée écosystémique, sur laquelle se démène ce cher Edgar Morin depuis longtemps, est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Mais la troisième raison, c'est le succès. Je m'acharne à raconter ça aux grandes entreprises. Je m'intéresse beaucoup aux entreprises centenaires, pas par des formations professionnelles, comme pour la grande dame. On aime bien les vieilles dames, nous. C'est le surnom de la Caisse des dépôts et consignations, mes chers amis, si vous ne le saviez pas. Donc, le succès. Parce que plus vous avez eu de succès, plus vous avez modifié l'environnement dans lequel vous avez eu du succès. Et regardez ce qui s'est passé avec ma génération. Depuis que je suis né, la population mondiale multipliée par 3, et nous avons multiplié par 100 avec beaucoup de disparités, certes, notre empreinte écologique et nos modes de consommation. Donc en 50 ans, on a multiplié par plus de 300 notre empreinte écologique sur la Terre. Et par conséquent, il va falloir que nous adaptions. Et nous y sommes. Et ça va aller, bien sûr, très vite. Alors, dans quel monde nous sommes aujourd'hui ? Ben, c'est un monde aussi qu'on décrit de malévolution. D'abord, on a changé de monde en 2007. Mais ça, on ne vous l'a pas dit, pour 3 raisons. La première, il y a un gars qui arrive sur scène en janvier. Il tient un iPhone dans la main, c'est Steve Jobs, et il dit « I'm going to change the world ». Je vais changer le monde. Sauf que même M. Steve Jobs ne sait pas ce qui va se passer. Il va mettre 1 an à comprendre ce que sera plus tard l'économie des plateformes, qui, elle, va être engagée par un monsieur qui attend un taxi qui n'arrive pas à Paris, en 2009. C'est M. Travis Kalanick qui va créer Uber. Et pourquoi il n'a pas vu venir ?
Pourquoi les politiques n'ont pas vu venir? Pourquoi les groupes de prospective n'ont pas vu venir? Pourquoi les organismes internationaux n'ont pas vu venir? Pourquoi KPMG, Accenture, EY ne l'ont pas vu venir? Ben parce que c'est parti de la base. Il va se passer une chose que personne n'avait prévue. Parce que même Steve Jobs qui dit « je vais changer le monde », il ne sait pas ce qui va se passer. La deuxième raison, et je reviens sur le numérique dans un instant, la deuxième raison, c'est que la population humaine devient majoritairement urbanisée. On ne sait pas la chance que nous avons à Rennes, à Paris, même à Londres, qui est la plus grande métropole de l'ouest de l'Europe. On ne sait pas ce que c'est qu'une mégalopole. Même si on a des embouteillages, on en a parlé, nous sommes très vite à la campagne. D'accord ? Donc, la majorité de la population humaine urbanisée, donc à rendre dans un nouveau écosystème. Et quand on change d'écosystème, on y va avec ces adaptations antérieures, car nous tous, nous sommes adaptés sur des adaptations antérieures, du passé. Et nous devons aborder un nouveau monde que nous changeons avec les adaptations du passé. Pour ça que ça ne s'arrête jamais. Et de ce fait, par exemple, sur le diabète, les Indiens Pima sont très connus, des Indiens d'Arizona qui vivaient sur des régimes alimentaires très à la mode d'ailleurs aujourd'hui, mais quand même très basés sur des céréales et très peu de viande, un petit peu comme un régime crétois. Et d'un seul coup, ils sont tombés sur l'abondance avec les aliments sucrés et gras donc, de la société de l'Amérique du Nord. Alors là, le diabète 2, c'est 70% de la population d'un coup. C'est-à-dire que d'un seul coup, la population qui était bien adaptée à son environnement se trouve mal adaptée dans le nouvel environnement. Mais là, sur le niveau mondial, comme vous le savez, la crise de l'obésité est terrible. En France, on est un peu moins mal que les autres, mais vous avez vu les dernières études sur l'obésité à l'école, au collège. Donc, ceci, aujourd'hui, nous atteint. Alors, il y en a qui me disent, ouais, l'augmentation de l'obésité, c'est à cause donc de la génétique. Franchement, c'est pas marrant d'être obèse ou d'avoir du surpoids, mais si en 30 ans, on est passé de 2% à, en Amérique, 50% d'obèses, c'est pas parce qu'ils ont des libidos de lapin. C'est bien un problème d'environnement. On est bien d'accord. Donc la génétique ne fait pas tout, et c'est des fois un peu commode pour se dégager de nos responsabilités, notamment sociales, préventives et éducatives par rapport à cela. Et ça, c'est un fléau qui est terrible, parce que j'ai évoqué en moyenne ce qui s'est passé pour ma génération, et les choses, malheureusement, ne vont pas très bien dans le monde aujourd'hui, parce que cette plasticité est en train de créer deux types de populations dans chaque pays, avec celles et ceux, comme dans cette salle, qui vont de mieux en mieux, et celles et ceux qui ont déjà décroché. Et malheureusement, comme pour l'obésité, ça décroche dans tous les domaines. Donc, les trois raisons qui font qu'on a changé le monde, c'est l'urbanisation majoritaire de la population humaine, la deuxième, la première, pardon, le smartphone, la deuxième, l'urbanisation, et la troisième, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle nouvelle. Donc, machine learning et deep learning, j'explique dans un instant. Et les trois, ensemble, ça s'appelle les smart cities. Aujourd'hui, un des immenses enjeux de la gestion des cités de demain, les green cities, les smart cities, les no waste cities, enfin tout ça, bref. C'est-à-dire, en définitive, les villes écosystèmes, comme à Singapour, eh bien, aujourd'hui, c'est le nouveau monde dans lequel on est. Malheureusement, on ne parle pas assez de smart territories, donc de la connexion des territoires, mais c'est en train d'avancer, tant mieux, enfin, en Nouvelle-Aquitaine, chez vous, etc. Mais en tout cas, ce monde a changé d'une manière extrêmement rapide, et évidemment, pour ça, l'avenue, pourquoi? C'est ce que j'appelle l'espace digital darwinien. Waouh, ça veut dire quoi, ça? Alors, sur Internet, on m'attribue la paternité de ce concept. Alors, pour une fois qu'on ne pique pas un truc et qu'on me l'attribue, je suis content. Mais la chose étant, ça veut dire quoi? C'est que Karl Marx, j'y reviens, sur l'économie donc des trois premières révolutions industrielles, c'était quoi? C'était avoir des investissements, mettre en place des moyens de production, et ensuite, on vendait, nous, nos compétences, notre force de travail. OK? C'est ce qu'on fait toujours. Mais avec le smartphone, c'est tout le monde maintenant, et 4 milliards d'individus dans le monde, c'est pour ça que ça va bouger partout, 4 milliards d'individus dans le monde ont un smartphone aujourd'hui. Ils sont tous connectés par les réseaux et le cloud. Ce qui veut dire que quelqu'un, et ce qu'on appelle les pure players, ceux qui sont les purs agents du numérique, peuvent créer une application, comme Uber ou d'autres, Deliveroo, il y en a plein d'autres, qui peuvent complètement bousculer un secteur économique et social. Et comme c'est parti de la base, je vous donne l'exemple de Twitter. Vous allez comprendre pourquoi c'est darwinien. Il y a 11 ans, M. Jack Dorsey et son copain Burns décident, après un hackathon, alors un hackathon c'est quoi? C'est des personnes qui se réunissent avec leurs appareils pour et se connecter, résoudre un problème ou innover, inventer quelque chose de nouveau. Donc ils se réunissent comme ça un jour, 2 jours, et ils en sortent avec des idées ou des applications ou des solutions.
Et à partir de là, donc, Jack Dorsey lâche, tiens, j'aimerais bien une messagerie de 120-140 caractères envoyée à des amis. Entre nous, là, est-ce que ça correspond à un grand projet de l'ONU, de l'OTAN, de la NSA, de la Commission européenne, du gouvernement français, du Parti communiste chinois ou russe? Bien sûr que non. Donc ce sont des individus, garçons et filles, qui créent une application, ça coûte pas cher. Si l'application n'est pas sélectionnée, pas grave, ça coûte pas cher. On a passé un bon moment, ça pourra peut-être servir plus tard. Mais si ça sert, ça peut changer le monde. Mais même les inventeurs ne savent pas. Croyez-vous un seul instant que ces jeunes gens, il y a 11 ans en Californie, avaient imaginé l'arrivée des printemps arabes? De toute façon, en Californie, ils ne savent même pas où sont les Arabes. Deuxièmement, qu'ils allaient imaginer Google Flu. C'est-à-dire Google Flu, en captant ce que disent les gens sur Internet. Ah ben tiens, j'ai une petite fièvre, on a eu 2 virus de la grippe là, qui nous ont empoisonné la vie il y a 6 mois. Ah tiens, j'amène mon enfant, j'ai un ami qui est malade. On détecte maintenant l'arrivée des épidémies avant même que les gens n'aillent se faire soigner. Quand même, c'est génial. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est comme ça que les algorithmes ont utilisé les données de la City, on s'est tapé la crise financière de 2008 dont on sort à peine. Vous savez ce qu'on appelle la finance des algorithmes. Hein, maintenant, ça se fait combien hein? C'est tous les 6 secondes, je ne sais pas combien de millions de transactions. Ça se fait au millionième de seconde, enfin du délire. Bon, la troisième chose, est-ce qu'ils avaient envisagé les fake news? Bien sûr que non. Donc, les mondes darwiniens, c'est quoi? C'est des mondes dans lesquels les inventions ne correspondent pas à un besoin identifié de l'environnement ou de la société. Et ça, c'est un changement de paradigme total, puisque pendant 5 siècles, surtout en Occident, nous avons été guidés par l'idée de progrès, croissance, développement, et nous étions dans des mondes, jusqu'à ma génération, dans lesquels les solutions, dans les problèmes attendaient leurs solutions. Il fallait améliorer les infrastructures, la médecine, l'éducation, l'école, le train, les conditions de travail. Donc, gauche ou droite, grosso modo, c'était à peu près la même vision des choses, avec des moyens un petit peu différents, des approches un peu différentes. Mais grosso modo, c'était quoi? Un monde dans lequel on se projette vers des objectifs et sur lesquels, évidemment, on essaye d'apporter des solutions. Et bien, en 2007, on a basculé dans un monde où les solutions attendent leurs problèmes. Et notamment en médecine. J'ai le bonheur de tourner en France autour de l'innovation. Quand des gens me disent « Oh là là, on est foutu, c'est compliqué, etc. » Et puis, les entreprises « Ah, le capitalisme !» Je dis « Tu sais, le garçon ou la fille qui a créé une start-up et qui n'a pas beaucoup d'argent, j'ai pas l'impression qu'elle a une idée de ce que c'est que le grand capitalisme, tu vois. Hein, parce qu'en France, on confond entrepreneuriat et néolibéralisme. On ne va pas avancer dans le débat avec ça, parce qu'on a un niveau de bêtise aujourd'hui dans les débats, c'est quand même hallucinant. Bon, j'y reviendrai. En attendant, ce qui est quand même très intéressant dans tout ça, c'est qu'à partir de maintenant, et les entreprises le savent bien également, c'est que, aussi performantes soient-elles, elles ne peuvent pas aujourd'hui innover dans le monde qui vient sans travailler de manière écosystémique avec des startups, des PMI, des institutions, les écoles, etc. Et c'est là qu'on va passer dans une économie donc écosystémique. Et vous allez comprendre, et c'est exactement ce qui se passe ici, parce que l'exemple concret, c'est cette manifestation, évidemment, et ce qui se passe en ce moment même, ce qui s'est passé avant, bien sûr, et ça continuera, c'est que du temps des dinosaures, j'y reviens, en gros, chacun faisait son job de son côté. Les reptiles bouffaient ce qu'ils avaient bouffé, les mammifères qui étaient déjà là, les oiseaux, les insectes, les plantes. Bien. Arrive l'événement que vous connaissez, et c'est l'ère tertiaire. Imaginez, mes chers amis, qu'il y a 50 millions d'années, il y avait des forêts chaudes d'un cercle arctique à l'autre. Il n'y avait pas de calotte arctique ni antarctique. Il faisait 15 degrés de plus sur la Terre à l'époque. Alors, ça ne sort pas de cette salle, parce que si Trump l'apprend, là, on est mort. Hein. Mais donc, vous imaginez, les plantes à fleurs et à fruits, celles que nous connaissons, se déploient complètement. Arrivent les insectes butineurs, les oiseaux-mouches aussi qui butinent, certaines chauves-souris, et les singes. Alors voilà. Le matin, la petite abeille s'en va, ou l'insecte butineur, et va chercher son miel, son pollen ou son nectar. Évidemment, l'insecte pense à ses intérêts. Mais ce faisant, il rend un service gratuit à la fleur, il la féconde. La fleur fécondée devient un fruit, et qui arrive là les singes. Vous n'avez pas idée du boulot que c'était dans l'évolution, de grimper dans un arbre, poser son cul sur une branche, descendre la queue pour être stable, tendre la main, prendre un fruit, l'assiser, le mastiquer, c'est 20 millions d'années ça. Et les singes, donc changent les fruits, ils ingèrent des graines et des noyaux,
dont certains vont fermenter dans leur tractus intestinal, et quand ils se baladent, évidemment, ils se déplacent beaucoup, eh bien, ils dispersent les graines et les noyaux. Eh bien, dans un écosystème, à partir du moment où ces acteurs, en veillant leurs intérêts, sinon après ils n'existent plus, c'est une évidence, si en agissant pour leur intérêt, ils rendent des services gratuits à d'autres entités, l'écosystème est résilient. Une espèce invasive ne peut pas prendre votre place parce que vous avez tellement de tissus d'interaction complexes que ça se construit pendant des centaines de milliers d'années. Et le système est beaucoup plus innovant avec 10 fois plus d'espèces. Eh bien, on est en train de basculer aujourd'hui dans cette économie-là. C'est-à-dire une économie qui était par secteur, par filière, à une économie sur les territoires de plus en plus écosystémique, à la fois local, mais aussi au niveau mondial. Et le terme d'écosystème, justement, ce n'est pas un hasard. C'est le terme majeur du dernier World Economic Forum et le coévolution. Et les méthodes agiles viennent directement de là, les méthodes donc d'innovation, comme on en parle beaucoup. Donc voilà comment, d'un seul coup, et pour 3 raisons, on a basculé dans les mondes écosystémiques. Premièrement, dans mon domaine, on a compris les interrelations entre les espèces et les humains avec les autres espèces. Première raison. Deuxième raison, c'est que l'économie et les entreprises ont compris qu'il fallait aussi dans une logique d'écosystème. La troisième raison, ça va vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle. Car cette soi-disant nouvelle intelligence artificielle a commencé avant l'autre, la classique, et c'est elle qui est complètement bio-inspirée. Alors, si vous écoutez l'émission de demain avec mes collègues et amis chez François Bunel, la Grande Librairie, j'ai une collègue qui est Emmanuelle Pudebat qui parlera donc de biomimétisme. Alors moi je suis plus précis qu'elle, d'abord je suis plutôt un technicien, c'est que le biomimétisme c'est s'inspirer de la nature pour les formes, les structures et les matières, ce qui est déjà une source d'inspiration extraordinaire. Le velcro, le nez du TGV par exemple, je ne vais pas dire japonais, etc., etc. Donc ça, c'est une grande source d'inspiration depuis longtemps, bien connue. Mais la bio-inspiration, c'est un peu plus complexe comme processus, parce que c'est s'inspirer des processus, cette fois de la nature, pour les adapter à nos affaires humaines. Et donc là, cette bio-inspiration, ça commence en 1943. Vous lirez dans tous les livres sur l'intelligence artificielle que le terme officiel, les fondements, les fonds baptismaux, si je peux dire, c'est 1956, la grande conférence de Dartmouth College, 1956, aux États-Unis. Mais en fait, ça a commencé en 1943, et de façon interdisciplinaire. Alors, expliquer ça à nos ingénieurs français, ça va être un petit peu compliqué, parce que ça veut dire qu'au départ, vous avez des biologistes, des neurologistes, des spécialistes du comportement, un élève de Jean Piaget, un économiste, et bien sûr, des gens en informatique, en physique, évidemment, dans l'informatique, qui n'a pas encore son nom d'ailleurs à l'époque. Donc, ces gens-là vont s'inspirer de ce qu'on appelle les sciences cognitives maintenant, et à cette époque-là, 1943, on décrit donc ce que sont les neurones. Alors, c'est quoi les neurones? Vous en avez 80 milliards. C'est une cellule, plusieurs entrées, et un truc qui sort, l'axone. Donc, les dendrites, le noyau. Voilà. Donc, ils ont l'idée de se dire, créons un système qui part de la base. Et c'est là que vous allez avoir 2 ou 3 grands types d'intelligence artificielle. Et là, j'aime bien prendre l'expression de Donald Rumsfeld qui disait, dans le monde de la connaissance, il y a 3 choses. Il y a le connu-connu. Il y a l'inconnu-connu. Ça veut dire quoi? C'est nous les chercheurs, on sait ce qu'on connaît, et on sait ce qu'il faudra découvrir. Donc, l'inconnu-connu. Et vous avez l'inconnu-inconnu. Alors là, on commence à planer, et vous allez voir ce que ça veut dire. Ça, c'est le deep learning. Donc, dès le départ, il y a eu 2 approches. Celle dite symbolique ou classique, qui consistait à faire reproduire par les machines les qualités cognitives ou mentales supérieures, c'est-à-dire logico-mathématiques, classificatoires, enfin là aussi j'abuse parce que c'est aussi l'autre, déductives, logico-mathématiques. Donc ça, c'est toute notre éducation à la française. Nous, cartésiens, on est dans le connu-connu, nous. Et quand il y a l'inconnu, on ne sait pas trop faire. Mais connu-connu, c'est pour ça qu'on a le cadre, l'administration, le plan. Là, nous, on balise le connu-connu. Bien. Bon, ça va donner les systèmes experts. Dans les systèmes experts, donc, alors on va l'appliquer tout de suite dans les jeux, jeux d'échecs, jeux de dames d'abord, etc. Et jusqu'au jeu d'échecs. Après, ce sera autre chose. Après ça, donc, ça veut dire quoi? Qu'on connaît les lois des systèmes qu'on veut utiliser. On connaît les datas, on sait les résultats qu'on veut obtenir. Ça donnera donc les systèmes experts jusqu'à la fin des années 90. Sauf que avec l'augmentation des données, des interactions, les systèmes experts ne vont plus suivre. Et c'est en 2007, et surtout en 2012, que cette haute intelligence artificielle, qui, elle, part du bas,
D'un point de vue philosophique, parce que c'est une conférence philosophique, ça veut dire quoi? Dans le premier cas, on était parti de ce qu'on croyait les capacités cognitives et supérieures de l'homme pour les mettre dans les machines. Et ça fait beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Donc on part du haut. Tandis que là, dans cette approche-là, elle est parfaitement darwinienne. Ça veut dire quoi? Et c'est ce qu'avait fait Alan Turing au départ. D'ailleurs, vous verrez sur Internet, vous avez une série de portraits. Ça part avec Darwin, Charles, une transformation. Et de l'autre côté, vous avez Alan Turing. C'est intéressant. Et là, conceptuellement, d'un point de vue philosophique, c'est génial. Comment? À partir d'entités uniques, dénuées de compétences, qui échangent des informations, on peut faire émerger de la compétence. Comment, à partir d'unités incompétentes qui échangent de l'information, on peut faire émerger de la compétence. Votre neurone tout seul, il ne fait pas grand-chose. 80 milliards de neurones, vous m'écoutez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est parti du bas, c'était très compliqué, parce qu'il a fallu avoir des programmations tout à fait particulières qui sont vite écartées de la manière dont fonctionnent les neurones, parce que chez nous, l'information va que dans un sens, arrière, avant. Et là, il y avait des problèmes théoriques, je ne rentre pas dans les mathématiques, sur les systèmes non linéaires, pour ceux qui savent, donc on sait où on est, et il fallait donc avoir des systèmes de programmation. Donc d'abord, il y avait un problème de créer des neurones artificiels, qui ne sont pas des puces, ce sont des fonctions mathématiques. On a tous appris ça en première et terminale, plusieurs variables, une seule sortie, voilà, c'est ça que font les neurones. La deuxième chose, il fallait les algorithmes pour faire passer les informations. Et donc là, il fallait des systèmes de rétroprogrammation. Alors j'explique. C'est le machine learning. Vous avez un fichier plus ou moins structuré. Vous avez vos algorithmes. Vous passez le fichier dans la machine. Vous avez un certain nombre de résultats. Après ça, vous prenez les résultats, vous sélectionnez et vous en passez dans la machine. Ça s'appelle la sélection naturelle. Ça fonctionne exactement comme ça. Sauf qu'ils ne le savaient pas. Mais pour que ça fonctionne, il faut rétroprogrammer. Et un jour, un ingénieur me dit « Dis donc, toi, le paléanthropologue, là, avec tes vieux os, là, qu'est-ce que tu viens foutre dans l'intelligence artificielle? Et tu connais la rétroprogrammation, le gradient d'erreur ?» Je lui dis « Attends, mon coco, tu aurais été voir les fourmis de mon ami Werber, tu aurais gagné 20 ans, parce que les fourmis qui vont chercher leur bouffe, c'est de la rétroprogrammation de gradient d'erreur. » Et aujourd'hui, il y a une convergence absolument extraordinaire que j'explique dans le livre que vous avez l'habilité de citer, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, où là, en effet, par exemple, l'étude des vols des tourneaux ou des bancs de poissons, en Bretagne, vous savez ce que ça veut dire, comment ça se déplace, ou les essaims d'abeilles, c'est ce qu'on appelle les swarm algorithms, c'est-à-dire des algorithmes, des essaims, qui sont en train de développer à toute vitesse pour les voitures autonomes. Et voilà. Et on parle maintenant aussi de darwinisme artificiel, c'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des objets connectés, qui depuis 2014, ils sont plus nombreux que les humains, qui échangent des informations, qui sont capables d'apprendre, vous créez un écosystème artificiel qu'on appelle le système, donc le darwinisme artificiel, qu'on appelle l'Internet des objets, parce que qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ça va être la révolution. Les blockchains, donc les systèmes de fichiers numériques, qui sont très importants en médecine pour le suivi, la traçabilité, vous y êtes déjà certainement. Et les assistants vocaux, on n'en parle pas, ça. Alors j'ai une Google Home, j'ai acheté ça à Noël, gamin. Alors d'abord mes enfants, ils sont sympas. On est tous avec la Google Home, etc. Première question posée à mon fils à Google Home. Ok Google, oui, est-ce que Pascal Pic est un paléanthropologue connu? Et cette gourde répond, ah non, je ne sais pas, je vais me renseigner. Alors je n'ai pas lâché le morceau comme ça. Je prends la parole et je dis, ok Google, est-ce que Yves Coppin, c'est un paléanthropologue connu? Ah, aussi, je vais chercher. Je me suis senti super rassuré. Donc, mais par exemple, quand je demande un billet de train, tiens, pour venir vous voir, petit à petit, au départ, je veux un billet de train. Elle ne sait pas où je suis, elle ne sait pas où à la gare où je vais. Eh ben, je peux vous dire, après 3 interactions, c'est que d'abord, je vais Chambly, National 2. On a tapé Guingamp au passage. Okay, donc, non, Chambly, gare du Nord, et ensuite, elle sait quelle est la fréquence la plus fréquente de mes parcours. Et petit à petit, elle va faire un choix. Voilà. Et ça, c'est du machine learning. Et ça, c'est la science-fiction. Et ça va venir en médecine parce qu'évidemment, sur les consultations en ligne, etc., on sait déjà des entreprises d'assurance, notamment en France, les gens appellent, la machine, le premier coup, c'est pas qui vous êtes, vous donnez votre nom, la troisième fois, qui vous êtes, quel fichier vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et ça, c'est 60% de satisfaction client. Et ça marche super bien. En plus, les assistants vocaux sont polis, ils vous envoient jamais balader. D'ailleurs, c'est énervé ma femme, elle arrive vers Google, ok Google, arrête de parler à mon mari, il parle plus à toi qu'à moi, casse-toi. Et la machine répond, d'accord Christine, elle la reconnaît, je prends mes clics et mes claques et à plus tard. Donc pas rancunière, sympa.
Et le lendemain, je dis à ma femme, on dînait comme ça, bah, tu sais, c'est quand même incroyable, ça nous entend. Et la machine m'entend. Oui, Pascal, qu'y a-t-il? Je dis, merde, elle m'entend. Ah, je suis désolé, Pascal, c'est pas mon vocabulaire. Donc non seulement ça a de l'humour, et ça moralise. Donc, et vous en avez maintenant, c'est Alexia qui connaissent vos émotions. Tiens, aujourd'hui, t'as loupé ton train. Oui. Bon. C'est pas de la science-fiction. C'est déjà là. C'est déjà là. Et ceci, évidemment, va être extraordinairement utile dans la médecine connectée, ce qu'on appelle la e-médecine. Vous le faites déjà, etc. Mais en plus, ça marche bien, c'est compétent, et ça ne prend pas le job, ça augmente nos capacités. Car, grâce à ces formes d'intelligence artificielle, dont j'en viens à la deuxième, c'est celle des big data. Donc il y a deux systèmes. C'est celui que j'ai déjà évoqué, le machine learning. Alors je vais prendre un exemple tout à fait médical, les cocktails. Donc, à Strasbourg, il y a un bar à cocktails. Si vous voulez un cocktail classique, la machine est meilleure, elle est faite pour ça. Alors, il y en a qui me disent, c'est sûr que la machine est meilleure. Je dis, oui, je te rassure, on les fait même pour ça, toi, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi on les prendrait. Hein. Donc, sur tous ces classiques, le connu, les machines sont meilleures. Après, j'ai envie de créer avec les machines ce qu'on appelle les tâches hybrides, les tâches homme-machine. Eh bien, le barman, il va mettre des ingrédients, il va passer dans la machine, qui lui propose quelques résultats, et il repasse, et il va trouver un cocktail tout à fait original, sympa, qu'il aura sélectionné. Mais je rappelle qu'en amont, c'est l'homme, l'humain ou la femme qui a le fichier, c'est lui qui sélectionne à la sortie. D'accord? C'est une aide qui travaille sur l'induction. L'induction, c'est quoi? C'est pas la déduction, c'est comment à partir d'un ensemble de données plus ou moins structurées, on est capable d'extraire des schémas ou des propositions que l'on va tester. Et nous sommes maintenant, avec le microbiote, l'épigénétique, etc., et ces méthodes d'analyse qu'on a un petit peu évoquées, en plein dans le monde de l'induction. Comment on est capable de traiter de grands ensembles de données? Mathématiquement, c'est pas très compliqué. Par contre, nous, on mettrait 30 ans. Le patient est mort. Hein? Jusque-là, aujourd'hui, c'est déjà là, les immunothérapies, c'est déjà l'exemple. On n'en est qu'au début. Et puis, vous vous dites, tiens, j'ai envie d'inventer un truc super dingue. Là, vous faites plutôt du deep learning avec les couches de neurones artificielles. Enfin, c'est une vision, hein, avec tous les algorithmes, il y en a plein de différents. Vous mettez des tas de trucs, des tas d'ingrédients complètement dingues. Ça rentre dans la machine, à vous faire des tas de propositions complètement délirantes. Et vous savez qu'on l'utilise dans la food tech, et notamment dans les tables étoilées, où là, par exemple, il y a une recette au Japon de côte de bœuf avec du café. Alors, vous, déjà, vous vous dites, je vais mettre du café avec une côte de bœuf. C'est pas l'idée première qui va vous venir, hein. Vous en parlez à mon ami Michel Gagnère, il va dire oula, monsieur Pascal, c'est sûr que ça va là. Non. Eh bien, ces machines, évidemment, il y a 90% de trucs qui sont achetés, mais vous avez des idées complètement originales, mais qui sont utilisées de plus en plus, en médecine bien sûr, mais également dans le domaine des technologies. Donc, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y en a plusieurs. Et à partir de là, c'est comment les utiliser. Alors, dans le domaine de la médecine, on sait déjà qu'en radiologie, c'est un secteur qui est très compliqué. Les métiers de radiologue ne vont pas disparaître, mais évidemment, sur des systèmes connus, où de plus en plus il y a de data, plus la machine apprend, et plus elle est efficace. Ça, c'est très clair. Mais je vais vous donner un exemple quand même. C'est l'idée qui consiste à dire, on enlève des tâches aux médecins que vont faire les infirmiers et les infirmières, qui sont des gens très compétents aussi. Ma fille qui est en réanimation, elle était à Foch, où une des premières machines de réanimation avec intelligence artificielle, elle avait un truc qu'un infirmier ne pouvait pas voir. Hein, ça n'avait pas été là, la personne n'était pas réanimée. Donc, il ne faut pas... Tous ceux qui envisagent une transformation numérique de leur business ou de leurs activités avec la seule idée de remplacer les compétences humaines, la seule idée d'incrémenter ou de limiter les masses salariales vont se casser la figure. Un exemple typique, c'est l'hôpital de Houston. L'hôpital de Houston, ils ont décidé de passer à l'intelligence artificielle avec Watson d'IBM en partant du haut. Ça leur a coûté 80 millions de dollars et ça n'a pas abouti. Une transformation digitale, ça part de la base. Ça part des compétences des acteurs, médecins, infirmières, paramédicales. Ça part d'un projet interdisciplinaire avec tous les acteurs possibles. On commence à travailler avec la machine et ensuite on commence à étendre dans l'entreprise, etc. Cette révolution part de la base, elle est darwinienne, et donc les transformations doivent être darwiniennes. Et à partir de là, donc, c'est des facteurs de diversité, d'écosystème, de rencontre des diversités des compétences, les modularités, comme on le dit, qui permettent évidemment d'avancer concrètement sur ces projets. Mais partir du haut sur une transformation digitale, vous pouvez être sûr que là, vous allez vous planter. Et les exemples sont de plus en plus nombreux, soyons très clairs. Donc, vous voyez, je ne dis pas ça pour rassurer, ça va modifier les tâches. Donc, il ne faut pas penser en termes de métier, il faut penser en termes de tâches. Quelles sont les tâches où les machines sont meilleures? Quelles sont les tâches où les humains sont vraiment les seuls compétents? Quelles sont les tâches hybrides homme-machine? Je vous donne un exemple, ce qu'on appelle une expérience de français en physique. Il va y avoir un numéro spécial du Nouvel Obs qui va sortir d'ici peu de temps sur la médecine en 2049. Ils m'ont demandé de faire l'introduction. Je ne suis pas médecin, pardonnez-moi de mon arrogance.
Mais il ne s'agit pas de ça. Mais ils m'ont dit, mais attends, quand même, ces machines vont prendre le job des gens. Je dis, non, pas du tout. Je dis, aujourd'hui, on sait, comme dans les EHPAD ou comme le personnel paramédical, les infirmiers et les infirmières sont bousculés, n'ont pas le temps de faire l'humain, comme on dit, le terme a été cité. Eh bien, admettons que notre infirmier ou infirmière soit accompagné d'un robot comme Pepper. Donc Pepper, lui, déjà, il est connecté à tous les appareils de votre patient. Vous n'avez pas besoin de relire tout le diagramme. D'emblée, il va vous donner, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il a fait, voilà. En plus de ça, en début de journée, vous êtes encore en forme, donc vous faites les bons gestes, vous êtes attentif, efficace. Arrivé l'après-midi, avec tout ce que vous avez eu à faire et à traiter, les urgences et complications, là, vous vous dites, voilà, vous commencez à avoir des gestes moins sûrs, vous êtes énervé, fatigué, c'est normal. Et bien là, le robot, ce qu'on appelle les cobots, est capable de vous dire, ah, Pascal, là, tu avais fait ça l'autre fois, tu es sûr que tu dois faire ça. Mais le robot ne va pas vous l'imposer, il va vous le proposer. Il va être capable de dire, ah, là, il y a ce geste que je connais qu'a fait peut-être l'autre patient, parce qu'ils sont connectés à IoT, et de faire des propositions, des suggestions. Mais c'est vous qui prendrez la décision. Et là, en justice, on le sait, il y a pas mal de problèmes là-dessus, qu'on appelle precision d'ailleurs, mais pas precision medicine. Là, on sait également, sur des jugements, c'est étudié en Israël, mais aussi aux États-Unis, on voit comment les juges, qui sont dans des situations complexes, en début de journée, ils sont en forme. Par contre, c'est ça que le big data permet de voir. Si le juge, la veille, s'est engueulé avec sa femme, ou son équipe de foot a perdu, on ne va pas passer devant lui. D'accord ? Mais sauf qu'au fil de la matinée, il a tellement entendu de trucs délirants d'ailleurs, qu'il commence à fatiguer. Et on s'aperçoit que la machine est capable de dire « Hé, monsieur, madame le juge, là, attention, tu es en train de dévier, tu n'es plus aussi pertinent. » Donc, ce n'est pas une substitution, ça s'appelle une tâche hybride, la collaboration. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien penser en termes de tâches, pas en termes de substitution. Et à partir de là, dans un écosystème, il n'y a pas de perte d'emploi. Car dans mon histoire d'écosystème tout à l'heure avec les fleurs, à part dans certains cas avec les orchidées et certains papillons, en gros, dans un écosystème, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas qu'un seul insecte qui butine la fleur, que les fleurs ont plusieurs interactions, et que dans un écosystème, au contraire, plus il y a de juniors qui bossent, de seniors qui bossent, de machines qui bossent, plus l'écosystème est riche. On n'est plus dans la logique d'avant, où on pensait en termes de substitution. Donc ce sont des logiques complètement différentes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et qui sont absolument donc extraordinaires. Donc maintenant, quand même, il faut que je conclue. Je n'ai pas une notion du temps, moi, le paléoanthropologue. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Que devient cette plasticité ? Et on va conclure par ça. Eh bien, il y a vraiment matière à s'inquiéter. Parce que là, je ferai référence aux travaux du prix Nobel d'économie, qui s'appelle Angus Deaton. Et Angus Deaton est un économiste anglais qui est en charge d'ailleurs d'un très grand programme d'évaluation du système médical anglais. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, dans ses travaux avec ses collègues, mis en évidence une chose. C'est que les conditions socio-économiques sont les premières causes de la dégradation de la santé des personnes. Ça peut sembler une évidence, mais c'est argumenté, c'est chiffré, c'est théorisé. Et aujourd'hui, on assiste à une bipolarisation de toute nos sociétés, dans le monde entier. Une partie de la population, celle que nous représentons là, éduquée, instruite, qui fait attention plus ou moins sur le régime alimentaire, je ne mets pas trop de profil, il faut que je fasse gaffe. Mais néanmoins, nous allons continuer, mais pas de manière spectaculaire, dans ce qui a été ce grand progrès moyen, évidemment, des 30 Glorieuses. Mais vous avez une autre partie de la population qui décroche et très vite. Et c'est ça le problème de la plasticité. Le vrai danger, c'est le confort. Ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes. Ça a été repris dans aucun film. Dans le roman de Pierre Boulle, dans le chapitre 8 de la 3e partie, je vous l'indique, c'est sur Internet d'ailleurs, notre héros humain est dans un laboratoire de ce qu'on appellerait aujourd'hui de neurosciences, qui est dirigé par des scientifiques chimpanzés. Et là, les scientifiques chimpanzés ont attrapé une femme qui ne parle pas. Tout est autour du langage dans cette fiction. Donc ils l'ont chopé, ils l'ont mis sur un banc d'expérimentation et ils extraient sa mémoire profonde comme un disque dur. Et elle dit de manière inconsciente, tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions des machines qui produisaient les biens nécessaires et nous avons domestiqué les grands singes qui pourvoyaient donc aux services les plus attentifs autour de nous. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs physiquement et intellectuellement. À peine les romans policiers, tout juste les romans enfantins. Et pendant ce temps, ils nous observaient.
Il n'y a pas eu de coup d'État des grands singes dans l'histoire de Pierre Boulle. C'est l'humanité qui est tombée en déliquescence à cause de confort. Plus d'intérêt intellectuel, plus de mobilité, plus de marche. Or, tout ce qu'a fait l'évolution humaine, c'est quoi? C'est la marche, les capacités cognitives, l'art, les émotions, etc. Et si ceci, comme nous sommes plastiques, n'est pas sollicité, eh bien ça fout le camp. Et ça va très vite. Perte de libido. Ségolène Royal nous avait demandé à quelques collègues donc, de parler donc, de la sexualité du temps moderne. J'étais effaré, les sexologues nous décrivent qu'en effet, il y a une perte de libido très forte chez les jeunes populations, une partie. Alors, pour les post-68 comme moi, ça surprend. La chose étant, pour les jeunes hommes, alors là, la mauvaise nouvelle, c'est que depuis que je suis né, voilà, les jeunes hommes ont 2 fois moins de spermatozoïdes et 2 fois moins actifs. Alors, je rappelle que, toujours prêt à rendre service, solidarité intergénérationnelle. Hein. Bon, en tout cas, c'est un vrai problème. Et là, pourquoi? Alors, vous savez, nous autres, les biologistes, on s'est posé cette question que se posent les femmes tous les matins depuis des milliers d'années. À quoi servent les mâles? Les mâles sont des réserves de variation, de variabilité génétique. C'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur et que malheureusement, ces spermatozoïdes sont hypersensibles aux conditions de l'environnement. Alors, par-delà les polémiques, tous les facteurs hormonaux, les phéromones et bien sûr les agents endocriniens, tout ça participe évidemment de la détérioration majeure des spermatozoïdes, une perte de fertilité donc qui est absolument catastrophique depuis quelque temps. Et d'ailleurs, on le sait, et vous le verrez dans mon livre, et j'espère que vous le lirez Sapiens face à Sapiens, on voit comment Néandertal disparaît par la dégradation des spermatozoïdes et des gènes associés donc du chromosome Y. La disparition, je suis désolé les gars, mais ça passe par les mâles, hein, dans la biologie. Parce que c'est notre fonction. C'est une réserve de variabilité qui est hypersensible à l'environnement, donc il sélectionne très vite. Donc à partir de là, donc il y a ça, l'obésité, on l'a dit. Vous vous rendez compte? Moi-même, mes enfants marcheront 2 fois moins que moi dans leur vie. Moi, j'ai marché 2 fois moins que mes parents ont marché 2 fois moins que leurs grands-parents. Vrai problème. Et on sait l'importance, vous l'avez rappelé, chère présidente, sur la marche, les capacités cognitives, etc. L'espérance de vie est en train de chuter pour une partie des populations. Pour l'Américain moyen, le Bible Belt, c'est arrivé à 45 ans. On en est là en Russie. Ça décroît très vite. D'autres continuent. Donc voilà le monde dans lequel on est, dans ces mondes écosystémiques, et les villes étant donc des écosystèmes. Et à partir de là, en effet, on voit bien qu'on est confronté à des enjeux de médecine, évidemment, mais de politique. Et je terminerai par, justement, un des aspects d'interview que j'ai donné pour le Nouvel Obs, sur la médecine de demain. On me pose la question, est-ce que les nouvelles technologies, notamment les formes d'intelligence artificielle, mais la robotique, etc. Ah, il y a un truc dont je n'ai pas parlé. Mais je termine. Vous avez entendu parler des digital twins, des jumeaux numériques? Quelqu'un a entendu parler de ça? Non, madame? Ok, ça existe déjà en médecine vétérinaire. Mais ça fait 3 ans que ça existe dans les grandes entreprises. Alors peut-être chez vous, cher ami, qu'on appelle les jumeaux numériques. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire que les chaînes de production, qu'on appelle en bon français les supply chains, sont doublées numériquement, avec un avatar numérique. Et la convergence de la chaîne réelle avec la chaîne numérique, c'est tout mesh. C'est tisser les deux, le monde réel et le monde numérique. 60% de productivité. C'est ce qu'on appelle aussi product on order, c'est-à-dire vous commandez votre appareil, il est produit directement en ligne. Car en fait, la grande révolution que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, elle existe déjà en médecine vétérinaire. C'est pour ça qu'on appelle One Health. Elles sont en train de converger. On a déjà des jumeaux numériques d'animaux. Ce qui veut dire que dans les 10 ans, je prends le pari devant vous, je pense que je serai encore là, c'est que vous aurez votre avatar numérique sur lequel on pourra tester les médicaments, les opérations, etc. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Vous aurez votre double numérique. Déjà, on va sortir avec notre génome de plus en plus, et c'est ça la médecine donc 4P, dont on parle aujourd'hui, précision de médecine, qui va être personnalisée avec la connaissance de votre génome, qui va être préventive, mais attention, faisant gaffe, c'est pas parce que vous avez le mauvais gène que vous allez avoir la maladie. C'est pour ça qu'on a besoin des médecins. On ne peut pas laisser cette information sans des compétences par rapport à ça, qui est participative, parce que de plus en plus, vous savez bien, les patients participent, notamment avec les associations de médecins sur des maladies complexes ou rares, donc ils y participent. Les médecins n'ont plus la seule capacité de répondre, et ça les aide, et ce n'est pas du tout une atteinte à leurs compétences, ça l'augmente, évidemment, donc, alors personnalisé, préventif, participatif, prédictif, donc la médecine 4P. C'est parce que, justement, avec le numérique, on a basculé dans un autre monde, ce monde darwinien. Pendant longtemps, la médecine, c'était quoi? D'éradiquer les grandes maladies. Et puis ensuite, ça a quand même été un progrès extraordinaire.
Et maintenant, on va vers une médecine centrée sur le patient, avec tout ce que je viens d'évoquer. Mais c'est pareil dans l'armée. Bon, on connaît le drame qui s'est passé aujourd'hui, comme vous le savez. Mais une fois, j'étais dans une convention une conférence avec le général Denis Mercier, 5 étoiles, commandant suprême de l'OTAN pour les transformations numériques des armées. Vous voyez à qui on a affaire? Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil, c'est les commandos. Les gars, ils sont sur le terrain, ils ont leurs appareils, ils ont leur constitution 3D d'un avatar, tout l'environnement. Ils peuvent prendre toutes les décisions de commandement en temps réel avec le commandement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est centré sur le soldat. La médecine va être centrée sur le patient. L'éducation nationale, ça va être plus dur, sur l'élève. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi le CRM, le management centré client, que vous connaissez bien, cher François. Donc on a une inversion de paradigme aujourd'hui par rapport à ça. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe. C'est pour ça que les Chinois sont si bons. Ils sont vraiment très en avance, même plus que les Américains, sur ces questions-là. Donc voilà le monde dans lequel on est. Et puis, je terminerai par quelque chose qui m'a fait quand même énormément plaisir. Je crois que c'est vous, François, qui l'avez dit. Vous avez dit c'est multiculturel. Eh bien, songez qu'il y a 10 000 ans, toutes les populations humaines étaient des chasseurs-collecteurs. 10 000 ans plus tard, donc aujourd'hui, toutes les populations humaines sont dans le même système numérique. Ce qui veut dire que les différences culturelles sont en train de s'exprimer aujourd'hui de manière tout à fait particulière dans chaque partie du monde. Les Chinois n'ont pas le même rapport au numérique que nous. Les Américains n'ont pas le même. Les Russes n'ont pas le même. Les Amérindiens aussi, vous savez, les Amérindiens, ils ont des plumes et tout ça, mais ils gèrent les satellites de Microsoft avec leurs appareils. Vous pouvez oublier le primitif. Donc tout ça fait que nous assistons à des changements extraordinaires, dont une des conséquences, par exemple, est incroyable. Nous avons eu en France une très belle entreprise qui s'appelait Adelbaran, qui a créé 3 robots, Roméo, Pepper et Nao. Donc ils ont inventé, mais ils n'ont pas trouvé leur marché en France, parce que nous sommes cartésiens. On n'a pas envie d'interférer avec les machines. Ça prend notre job. Résultat des courses, la France est un pays industriel qui est le moins robotisé parmi les grands pays industriels. Il y en a moitié plus en Italie, il y en a 2 fois plus en Allemagne. Et plus il y a de robots, plus il y a de jobs dans l'industrie. Vous voyez un petit peu la bêtise qu'on a chez nous de croire que c'est de la substitution. Plus il y a de robots dans un écosystème, plus il y a des gens bossent, plus ça bosse. La chose étant, et plus il y a de boulot. Et la chose étant, donc, ils ont été rachetés par SoftBank. Qui a entendu parler de SoftBank ici? Eh bien, il faudrait bien de regarder. 100 milliards de dollars des Émirats arabes et SoftBank a racheté toutes les grosses boîtes de robotique du monde. Et ça fait commencer. Donc les robots ont acheté la boîte française Adelbaran et les Japonais, ils ont dit tiens, est-ce qu'on peut les programmer? Parce que les Japonais, eux, sont animistes, ils ne sont pas comme nous. Pour les Japonais, et comme dans toute culture, la façon dont on regarde les animaux, c'est la manière dont on regarde les machines. C'est un rapport à l'altérité. On finit par la philosophie. Et donc pour les Japonais, les dessins animés comme Goldorak ou le Tamagotchi, c'est pas concevable pour nous. Eux, ça leur pose aucun problème. Nous, on s'inquiète du transhumanisme de l'homme et des machines, eux, ils s'en foutent, naturel. Pourquoi? Parce que leur croyance du monde qui remonte à 7-8 000 ans font que pour eux, la nature est un même esprit, les animaux et les machines, et les relations qu'ils ont avec les autres, avec les altérités, sont d'ordre humain. Nous sommes cartésiens. On sépare l'âme du corps, l'intelligence des instincts, etc. Et de ce fait, nous avons eu du mal, non pas à inventer, mais à innover, c'est-à-dire à intégrer ces robots créés par... Mais attendez, c'est un cours... Il n'y a pas que cet exemple-là en France. Il y en a plein, malheureusement. Mais là, en l'occurrence... Et là, on voit quand même, parce que sur le plan de l'ingénierie et de la recherche, les Japonais ne sont pas meilleurs que nous. Mais on voit bien que c'est un problème culturel. Qu'est-ce qui fait qu'une invention, un robot, va être intégrée dans une société ou ne va pas être intégrée? Voilà les enjeux aujourd'hui, assez étonnants, où on voit cette convergence étonnante qui pourrait étonner, ou pour les 3 raisons que j'ai évoquées, les considérations sur les écosystèmes naturels et la ville maintenant, les écosystèmes d'entreprise et les écosystèmes qui nous viennent des intelligences artificielles. C'est ce que j'appelle la convergence des intelligences. Et voilà le monde dans lequel nous entrons, un monde de toutes les opportunités et dans lequel le multiculturalisme, évidemment, est certainement un des meilleurs atouts. Je vous remercie. On attend quelques questions, peut-être? Alors, vous allez voir, ça marche à tous les coups. La question est là, le micro est là. Ensuite, la question va être là-bas.
et après, la prochaine va être là. C'est toujours comme ça. Le monsieur qui est là. Ah, je sais pas. Je sais pas où est le micro. Ah, merci, madame. Bonsoir, monsieur. Je suis un peu désolé de vous contredire, mais moi, votre monde du futur, robotisé, est un monde qui me fait peur. Et je ne crois pas que le robot remplacera l'homme. Parce que... C'est ce que j'ai dit, il me semble, non? Oui, tout à fait. Mais le robot a quand même beaucoup d'inconvénients. Il ne peut pas apprendre. Faux. Faux. Et il n'a pas d'émotion. Il les connaît. Il peut lire vos émotions. Minority Report. Attendez. Rien que sur le ton de la voix, Alexia, c'était une machine qui a été programmée et entraînée avec des acteurs et des metteurs en scène. La machine sait exactement dans quel état émotionnel vous êtes, une fois qu'elle vous connaît. Elle ne connaît pas les émotions, mais elle reconnaît vos émotions, ce qui n'est pas la même chose. Et je crois, pour finir... Non, mais on n'est pas dans les croyances, on est, messieurs, dans les certitudes, on est dans les faits. D'accord. Mais je pense, en effet, je pense aussi que ce monde sera pas différencié comme vous le prétendez, mais je pense que ça risque d'être un système unificateur qui fera que on trouvera... Je viens de dire exactement l'inverse. Oui. C'est ce qui se passe en ce moment, monsieur. Ce n'est pas des croyances. Regardez. Lisez. Les nouvelles banques, la banque qui s'appelle Equity Bank, qui est au Kenya, alors c'est un pays d'Afrique, vous savez, c'est très au sud là-bas. Et là, ils sont basés, des banques sans dépôt, comme chez nous, où en effet, sur les bases des relations culturelles qu'ont ces cultures, qui sont basées sur la confiance et le don, ils ont créé des banques modernes et des banques d'assurance qui deviennent internationales aujourd'hui, qui sont une approche qui n'a rien à voir avec la culture française ou la culture nord-américaine. Donc je vous dis, cet espace nouveau, cet écosystème, les différentes cultures sont en train de l'appréhender de manière différente. Et on le voit bien déjà sur des enjeux qui sont très compliqués, je vous l'accorde, et ça c'est pas drôle par contre, c'est que par exemple la notation sociale, alors j'adore les Chinois, le réseau céleste, j'ai tout chopé. Donc vous savez que tout le monde est noté là-bas, okay, réseau céleste. Voilà, nous, eux, ça ne les trouble pas parce que c'est la culture de Confucius et ça leur pose strictement aucun problème. Nous, on maintient l'illusion californienne effectivement d'avoir notre liberté, sauf que tous les jours, on a donné des centaines de données et de toute façon, on l'a vu, le scandale Cambridge Analytica ou Palantir. Donc, les différentes cultures, c'est un espace qui est complètement ouvert à toutes les opportunités ou au contraire, et ça, c'est des cauchemars. Ce cauchemar que vous évoquez, l'uniformisation, à une époque, oui, c'était vraiment un enjeu quand on parlait du globish, donc l'anglais globalisé, et dans le fait où Claude Lévi-Strauss ou mon collègue Claude Agege du Collège de France sur les langues craignait qu'effectivement on ait une perte des diversités culturelles. Ben, c'est exactement l'inverse qui se passe parce qu'aujourd'hui, et c'est déjà sur le marché, vous achetez l'application qui va, vous pouvez discuter avec un Ouïghour quand on parle le problème, ou un Arabe ou un Chinois avec la traduction automatique. Donc on va pouvoir tous communiquer en conservant nos langues. C'est exactement l'inverse. Mais je suis d'accord avec vous, on a eu cette crainte, mais c'est pas vraiment pas ça qui se passe. Ah, mais la liberté, bien sûr. Ben, oui, vous savez, quelqu'un disait, là, c'est vous, cher ami, là, disait que les douanes vous connaissent depuis 40 ans. Ouais. D'autres questions, peut-être? Moi, j'en ai une, parce que je suis assez convaincue de votre démonstration, là. Et effectivement, de l'intérêt, notamment en médecine, de cette interaction en machine. D'ailleurs, toute l'évolution de la médecine montre qu'à partir de la médecine expérimentale, etc., enfin, cette interaction a été positive pour l'évolution, en tout cas, de la santé des populations et l'évolution de la médecine. Par contre, vous avez peu abordé le sujet du modèle économique de cette nouvelle société. Donc intégrant tous les objets connectés, les robots, l'intelligence artificielle, etc. On est dans une école de management. Donc comment est-ce que vous voyez cet aspect de modèle économique de cette nouvelle société? Le modèle est en train de se chercher et il est en train d'être bousculé pour d'autres choses qu'on n'a pas citées, que je n'ai pas évoquées. C'est les problèmes de l'environnement et des inégalités sociales que j'ai quand même évoquées. Malheureusement, on en parle très peu en France. C'est des débats que vous pouvez voir dans l'excellent journal qui s'appelle The Economist, que j'espère que tous les étudiants lisent ici. Mais c'est Harvard Business School aussi, c'est tout ça. Là, il y a un grand débat le 19 août de cette année
a été édité une charte par le Business Board de New York qui réunit 180 des plus grands patrons américains qui sont intéressés par cette approche, et ils font ce constat. Si nous continuons business as usual, avec une augmentation des inégalités sociales, avec les problèmes de santé qu'on évoque, et les questions des dégradations du climat et des biodiversités, on ne va pas s'en sortir. Ce qui fait qu'on voit émerger et intégrer ce qu'on appelle les entreprises dites hybrides, qui doivent avoir évidemment l'obligation, comme les espèces qui vont butiner, de veiller à leurs intérêts, parce qu'une entreprise qui ne veut plus de bénéfices ne peut pas tenir, bien évidemment, même si ce n'est pas la vocation que faire des bénéfices, mais également hybrides en ce sens qu'elles doivent s'engager dans une approche très clairement RSE. Et ça vaut ce que ça vaut, c'est toujours la prospective, mais en tout cas, les ordres de grandeur sont absolument gigantesques. Dans les mondes darwiniens, et ça c'était le génie de Charles Darwin, ça n'a jamais été la loi du plus fort, oubliez ces bêtises, Darwin avait compris avant tout que c'est une question de variation, c'est une question de diversité. Darwin avait compris que la clé pour s'adapter, c'est la diversité. Plus on a de diversité, plus on a des chances de trouver les bonnes solutions pour le monde qui vient. Et à partir de là, ça veut dire que les discriminations que surtout connaissent les femmes dans les entreprises, mais ailleurs également, je travaille avec la Fondation L'Oréal sur les bonnes pratiques sur l'équité homme-femme dans le monde universitaire comme dans le monde du privé. Et là, donc, on a regardé le coût de la discrimination. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans un écosystème où la diversité importe et que les diversités doivent se rencontrer, dans le multiculturalisme que vous évoquiez, François, eh bien, il est très clair que si vous discriminez, ça commence à coûter. Dans le monde économique, jusqu'à la fin du XXe siècle, on avait chaque secteur économique, ses filiales, on recrutait les meilleures personnes, et puis les externalités étaient gérées par la société. Et bien, c'est terminé. Et donc, les nouveaux modèles, aujourd'hui, deviennent très différents. Alors, les chiffres, ça vaut ce que ça vaut, on verra. Mais on estime que la seule discrimination homme-femme, et vous voyez, ça nous ramène à Erasmus Darwin, qui avait quand même bien compris le coup, c'est-à-dire qu'on estime que le coût de la discrimination, the costly business of discrimination, s'est évalué à 1 million de milliards de dollars. La perte de richesse mondiale en 10 ans de la seule discrimination homme-femme, c'est 1 million de milliards de dollars. En ce qui concerne les problématiques RSE, c'est estimé à 1 400 milliards de dollars par an. Et en termes d'emploi, c'est 340 millions de jobs à l'échéance de 2025. Donc d'un seul coup, on est complètement en train de changer de modèle et des choses qui étaient évacuées, etc., prennent une valeur ou une signification tout autre. Il est peut-être fort dommage que pour la beauté de notre réaction, qu'on soit obligé de chiffrer les coûts économiques pour que ça change, mais il y a autre chose. Quand je disais que les solutions attendent leurs problèmes, j'étais avec un groupe pharmaceutique, je ne peux pas le citer, sur la transformation numérique de leurs usines. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais sur les principes, bien sûr. C'est là-dessus que je suis. Et là, ils disaient, mais il y a une dans l'industrie du lait, une autre qui était dans l'industrie du lait, qui était en Bretagne, mais je ne la citerai pas non plus. Et là, ils me disaient, mais attendez, mais nous, on n'est pas formés pour ça, on ne sait pas faire. Je dis, c'est pas le problème. Vous êtes au cœur de vos business, vous savez ce que vous voulez faire. Il y a plein de startups qui attendent qu'une chose, c'est d'être sélectionnés. Et ce n'est pas pour rien que les banques aujourd'hui, les assurances, JC Deco, ils ont un directeur de l'innovation, le mec il a tout compris, c'est-à-dire que bien sûr ils développent de manière organique le cœur de leur business, c'est normal, ils continuent, mais ils se nourrissent des autres expériences, Open Innovation, ils prennent des startups, etc. Donc ça change complètement les relations et la façon de faire. Alors qu'avant, on l'aurait absorbé, on l'aurait intégré, aujourd'hui il coévolue, ensuite la startup s'en va et fait autre chose, en espérant que ça aille bien. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de changer complètement aujourd'hui. Et derrière cela, ces évaluations peuvent vous surprendre, mais il y a maintenant les millennials. Il y en a qui sont nés ici avec Internet, et eux n'ont pas la vision du monde de ma génération. Ils sont en train d'inventer de nouvelles formes de mobilisation qui ne plaisantent pas. Ils ont fait reculer Google, qui voulait avoir un contrat avec la DARPA, qui est le département de recherche avancée de l'armée américaine. Et ils ont dit, OK, vous voulez faire ça, nous on se casse. Parce qu'eux, ils ne sont pas sur la vision de carrière. Et un ami disait récemment que sa fille, grande fille, elle fait Polytechnique, elle est ingénieure, elle était dans une entreprise, attendez, elle se fait embaucher chez Dassault, 6 mois plus tard, elle s'aperçoit qu'ils font des avions de guerre, ce qui se prend un peu pour quelqu'un de ma génération, mais elle est partie. Et un autre ami me disait, ma fille, elle a un très bon boulot, elle est bien dans son entreprise, mais de toute façon, une fois le projet terminé, elle va dans une autre entreprise.
Et les critères pour aller dans une entreprise, de plus en plus, les jeunes, et ils ont raison, c'est d'aller chercher effectivement l'empreinte RSE, leur impact sur autre. Je ne sais pas, vous le voyez très bien, on en parlait tout à l'heure, mais il y a plein. Ici, HEC, j'y participe, à Kedge également, mais il y en a d'autres. Les écoles commerciales, aujourd'hui, les masters les plus prisés, les plus internationaux, ce sont ceux où il y a un enseignement marketing, business, créativité, innovation, mais aussi en relation avec les RSE. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ça va être facile, mais on a très clair un changement de paradigme total aujourd'hui, et avec le moyen de le faire, parce que le vrai enjeu, et c'est ça que j'explique dans mon livre, là, qui vient de sortir, c'est qu'on n'a pas tout à inventer. Les constats sont faits. Les moyens sont là. Les inventions sont là. Les idées sont là. Ce qui reste, c'est en faire un vrai projet de société pour le monde de demain, dans les diversités culturelles. Par contre, monsieur, je suis d'accord, il y a des dangers avec les machines, mais l'évolution est toujours un compromis. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit citoyen et qu'on soit attentif à ça, c'est très clair. Et ce qui nous manque, c'est ça, c'est qu'on n'a pas, comme le dirait Edgar Morin, encore cette politique de civilisation, mais à l'échelle mondiale. C'est ça qui est nouveau, parce que nous, les Occidentaux, on était à la manœuvre jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a pas que nous. Ça sera aussi avec les autres. D'ailleurs, en médecine, ça peut vous surprendre, je plaide aussi pour intégrer les médecines traditionnelles. Le rebouteux, là, qui est du côté de la Mayenne, vous l'a amené. Non, mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas parce que... Non, mais je vous donne un exemple. J'étais en Suisse, où la médecine est quand même carrée là-bas. Et Suisse, ça ne plaisante pas. Et là, j'entends parler d'une dame qui avait un cancer, et elle me raconte ceci. Elle avait une chimiothérapie. Compliqué, c'est compliqué la chimiothérapie, c'est lourd, il y a de la douleur. Voilà. Et ils ont dit, écoutez madame, nous on sait faire ça, on sait maîtriser tout cela. Maintenant ici, vous avez un numéro de téléphone avec des téléthérapeutes. Il y a des gens pour qui ça marche, d'autres pas. La seule chose qu'on vous demande, vous n'allez pas à l'encontre de ce que nous on maîtrise et ce qu'on vous dit de faire. Et Claude Lévi-Strauss rappelle, et je terminerai par ça, dans Trisotropique, une femme est en train d'accoucher, une amérindienne, Bororo. C'est mal parti. La mère risque de mourir et le bébé aussi. Le chaman arrive avec tous ces machins-là. La femme se détend et elle accouche bien. Donc, mon cher Karim, vous savez comment arriver dans les blocs opératoires maintenant. Voilà. Mais ça veut dire que, pourquoi ce prix? Alors, il y en a qui disent, on ne sait pas comment ça marche, mais on s'en fout si ça marche. C'est la phénoménologie. Tant que ça ne touche pas ce qu'on maîtrise. Voilà. Donc, c'est ça que je trouve absolument extraordinaire donc, dans le monde qui vient.